Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. Nous sommes de retour, BX sur Dodoa, votre émission préférée. Je suis votre host, Brian, et aujourd'hui je vais vous guider. Je suis entouré d'un panel d'exception. Nous sommes de retour à 4, oui, voilà. Vous avez tant attendu, mais nous sommes là. Je suis ici avec Aaron. Toujours des gars, c'est des choses. L'héritier. Je suis ici avec un nouveau visage. Pour ceux qui le regardent en néerlandais, le connaissent déjà. Mais pour notre public francophone, voici notre ami Cher. Enchanté. Cher. Merci, j'espère qu'aujourd'hui tu vas nous donner tes analyses pertinentes. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez un visage connu pour ceux qui ont vu l'épisode. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, j'ai vraiment un guest des qualités aujourd'hui, venu tout droit de la télévision pour faire plaisir. Il a fait ses tresses, il sent bon en plus, vous savez pas sentir. On essaye, hein. Et puis voilà, à chaque fois. notre ami Arsène d'Eleven. Ça va Arsène? Tranquille et toi? Ça va? On va passer une bonne semaine, un beau week-end. Très bonne semaine et en perspective, un très bon week-end. C'est bien. Aujourd'hui aussi, on va se faire plaisir. Donc, mes chers téléspectateurs, nous allons faire un débrief de la 3e journée et des phases de groupe. Bet first. First and fast. Je commence avec un petit récapitulatif des résultats des groupes. Nous avons commencé avec le groupe A. Le groupe du Sénégal, des Pays-Bas et du Qatar. Ouais. Nous avons deux équipes qui se sont qualifiées, les Pays-Bas et le Sénégal. Ouais. Maintenant, Cher, j'ai une question pour toi. Dis-moi. C'est une qualification méritée pour toi ou pas? Bien sûr. Très mérité même. Et je pense que de l'autre côté Pays-Bas, que c'est pas autant mérité que côté Sénégal. Moi, je vois que l'Équateur aurait plus mérité que les Pays-Bas. L'Équateur aurait plus mérité que les Pays-Bas. Ouais. Sur base de quoi? Niveau jeu, proposition et intention aussi. Parce que les Pays-Bas gagnent contre le Sénégal le premier match, mais ne dominent pas. Tout à fait. Ok, ils marquent les 2 buts, ça va. Deuxième match contre l'Équateur. L'Équateur était meilleur. Ils auraient dû gagner aussi. Et contre le Qatar, ouais, vas-y. Ça, je comprends. Et toi, t'en penses quoi? Mais moi, je pense par rapport à ça, ça reste la Hollande. Ils ont des aspects individuels Ouais, qui ça, sont je comprends. plus qualitatifs par rapport aux autres équipes. Ouais. Donc maintenant, c'est aux autres nations. Maintenant, tu as une chance. Ok, c'est bien de beau jouer. Moi, je dis pas que c'est pas logique, mais niveau mérite. Ouais, mais niveau mérite, moi, je suis un footballeur. Moi, je m'en fous si je joue bien au foot. Moi, le but, c'est de gagner. Et je pense que toujours vouloir jouer du beau jeu pour divertir le public, ok, mais ça rapporte pas des points. Ouais. Et là, ils sont là où ils sont. Ouais. Parce que c'est pas le Sénégal qui rapporte du beau jeu. C'est ça. T'es sûr? Si on doit parler de votre dossier là. T'es sûr? Oui, non, tout à fait. Et On toi, a pas Arsène, le t'en penses quoi? Bah écoute, moi je rejoins Aaron. Hein. C'est comme ça le football. C'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est beau jeu, on aime bien voir le ballon tourne bien, etc. Question de mérite. Et si c'était question de mérite, je pense qu'une équipe comme l'Espagne aurait pris toutes les compétitions internationales depuis le début. Si on parlait de beau jeu, là, le truc le plus important, c'est de rapporter les 3 points à la fin et de gagner le match. Et c'est ce qui s'est passé avec les Pays-Bas. Moi aussi, je suis le premier à être déçu de la prestation des Pays-Bas parce que avec l'équipe ils peuvent mieux proposer. Tout à fait. Mais à la finalité, c'est quoi? Ils sont premiers de groupe et ils sont qualifiés pour le tour suivant. C'est tout ce qu'il y a à faire, le job est fait. Ouais. Non, tout à fait. Et en plus, nous allons en parler après. Dans le 8e de finale, ils prennent un deuxième d'un autre groupe. Donc, ils sont toujours en bonne posture. Donc, au final, bien joué ou pas, c'est le résultat qui compte. Il faut être pragmatique. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais juste aimé voir l'Équateur passer parce qu'ils l'auraient bien mérité aussi. Ils ont déjà mérité de participer à la Coupe du Monde. C'est déjà assez pour eux. Donc ça, c'est déjà un exploit. Donc, aller en 8e, non, j'aurais quand même préféré voir l'Hollande. C'est ça. D'ailleurs, ça aussi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, le Sénégal est deuxième de ce groupe qui était obligé de gagner face à l'Équateur pendant cette dernière journée. Ouais. Une victoire 2-1. Selon nous, une victoire méritée ou c'est un peu un hold-up? Moi, par rapport à la victoire du Sénégal, franchement, l'Équateur n'a rien montré en première mi-temps. Alors que le Sénégal avait une première occasion avec Gana Gueye. Ouais. Il ne le cadre même pas alors qu'il doit cadrer ça. Donc, normalement, ça devait finir au fond. Ensuite, ils ont encore une autre occasion de Boulaye Dia. Tout à fait. Qui ne cadre même pas alors qu'il est, je pense, dans les 7 derniers mètres du rectangle. Et ça devait déjà rentrer normalement. Et en plus, ça encore, il y a penalty. Ouais, c'est bon, vous avez bien chanté, vous avez bien fait des bons rassemblements lorsque vous avez marqué, etc. En levant le Merci, etc. Groupe de prière. C'est le but. Ouais, et on est fiers qu'il y ait une équipe africaine en 8e de finale. Tout à fait. Il faut le dire aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que là, justement, il y a 2 équipes sud-américaines, l'Argentine et le Brésil.
Et nous, il y a 2 équipes africaines. Et en plus de ça, il y a 3 équipes asiatiques aussi, il faut le souligner. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a du changement. Et en plus, qu'il n'y a plus trop de petites équipes. Tout à fait. Bien. Et est-ce qu'on a vu le Sénégal passer champion d'Afrique? Est-ce qu'ils ont affiché le niveau qu'on attendait d'un champion d'Afrique? Non. Ou vous dites qu'au final, en fait, s'ils tombent face à un gros, ils sautent? Pas forcément non. Moi, je trouve qu'ils ont affiché un bon niveau, mais ils ont fait avec les moyens du bord. Exactement. Dans le sens où il n'y avait pas le leader d'attaque qui était présent. Le leader d'attaque n'était pas présent et, on va se le dire, jouer avec un milieu avec Gana Gueye, Cher Kouyaté et Nampalys Mendy, qui, lui, il a un peu de ballon, c'est dur de produire du jeu. Mais malgré tout, ils ont quand même eu du courage, ils ont fait plaisir. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je trouve qu'ils ont joué avec les qualités et ça a fonctionné. Je pense qu'à chaque match, ils s'améliorent un peu. Je pense que le milieu de terrain, avec Pathé Ciss, Gana Gueye, qui ne sera pas là pendant les 8e de finale, et avec Nampalys Mendy, je pense que Gana Gueye va être remplacé avec Pape Gueye. Ce sera un très bon niveau, en fait. Donc, je pense que au fur et à mesure qu'on passe, et l'adversaire aussi qu'on aura en face, on jouera un meilleur jeu, on va encore grandir dans la compétition aussi. Et j'attends que demain, ils produisent du jeu aussi, même si on va devoir s'adapter à l'adversaire aussi. Je pense que notre plus grande force, c'est l'adaptation qu'on peut... L'adversaire. Et toi, je vois que tu n'es pas d'accord. Moi, je suis très pragmatique par rapport au Sénégal et j'ai toujours été depuis la CAN et surtout le coach. Moi, j'ai toujours dit que le coach, le jeu qu'il propose et même l'effectif qu'il propose, c'est pas du beau jeu. Et déjà, moi, je dirais une truc, c'est une dinguerie. Mais je pense que s'il y aurait Mané, ils ne seront pas qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils auront tout misé sur Mané. Et là, par rapport, quand je vois l'équipe du Sénégal, des fois, ils ont effectué du beau jeu, mais je me suis aussi dit, OK, parce qu'ils n'ont pas cette épaule-là en mode, il y a Mané qui va tout faire. Donc, c'est-à-dire là, les joueurs, ils étaient obligés de jouer. Mais quand tu regardes le match face au Qatar, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Le niveau du jeu du Sénégal, ils peuvent proposer plus. Le match face à la Hollande, toutes les occasions qu'ils créent, tu as gagné la CAN avec les joueurs que tu as. Tu ne vas pas me dire, Mané. Frère, tu as des joueurs qui jouent en première ligue, en Ligue 1, dans des bons clubs. Ce n'est pas des petits clubs. Moi, j'ai toujours dit, Sénégal, leur équipe, en Europe, s'ils sont en Europe, c'est quart de finale. C'est quart de finale sur papier. Donc, c'est-à-dire par rapport au jeu qu'ils proposent et par rapport aux résultats, c'est pas assez. Et même face à l'Équateur, ils doivent dominer. C'est le Sénégal. Et je pense que comme c'est un pays africain, nous, Africains, on a cette image que tant qu'ils gagnent, c'est bon. Mais il faut regarder la qualité de l'équipe avant de juger. Pour moi. Hein. Mais après, peut-être je me trompe. Non, je trouve que tu as raison. Est-ce que tu as regardé le match contre l'Équateur? Oui. Et tu trouves qu'on n'a pas dominé? Non. Moi, je trouve que vous devez, un match, je suis désolé, mais l'équipe de l'Équateur, comme ils étaient là, et le niveau affiché que vous êtes supposé avoir, je trouve que vous étiez en dessous. C'est pas assez. Je trouve que vous étiez vraiment en dessous. Moi, heureusement que vous avez un joueur qui me fait beaucoup plaisir depuis ce début de Coupe du Monde, c'est Sarr, de Watford, qui, pour moi, est votre nouveau leader d'attaque, qui montre des belles choses. Mais sinon... Moi, je pense que niveau plan de jeu, le premier match, on a été très bon contre l'Hollande, mais on a un problème d'efficacité. Ça, c'est vrai. Même avec Mané ou sans Mané, l'efficacité au Sénégal, c'est un problème. Mais je pense que niveau de jeu, contre la Hollande, c'était bien. On n'a pas gagné, mais c'était bien. Qatar, c'était catastrophique. Moi-même, j'étais fâché. Mais ce qu'on a montré face à l'Équateur, il ne faut pas oublier qu'aussi, c'est un match décisif. Les matchs décisifs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont se donner à fond. Tu vas te prendre en contre-attaque bêtement, tu perds. Non. Mais le truc, c'est qu'on sait gérer nos matchs. Et c'est ça qui me rassure. Donc, je pense que si, contre l'Angleterre, par exemple, si on arrive à marquer tôt et à savoir gérer notre match, on peut y arriver. Même en revenant de... Si l'Angleterre va dominer et que nous, on revient après, c'est aussi possible. Le truc, c'est qu'on sait s'adapter aux situations et c'est ça qui fait notre force. Et je pense que produire le jeu de la première minute à la dernière minute, ça, c'est pas possible. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réagit bien, on s'adapte bien. Et à chaque match, chaque adversaire, on se réadapte à l'occasion. En fait. Et toi, Arsène, tu penses quoi du futur du Sénégal et de ce qui dit que voilà, ils peuvent s'adapter à tous les adversaires et qu'ils ont un mental solide? Ouais, moi je pense que Aliou Cissé, il a ramené vraiment une autre dynamique avec le Sénégal, dans le sens où c'est vraiment un meneur d'hommes, lui.
Ouais. C'est un meneur d'hommes, donc du coup, il sait galvaniser ses troupes, Tout à il fait. sait les porter vers le haut. Mais malheureusement, en termes de jeu, c'est un vrai terroriste. C'est vrai, C'est j'allais un dire vrai ça. terroriste. En termes de jeu, c'est un vrai terroriste. Parce que tu vois, il y a des entraîneurs qui savent te ramener une sorte de sauce spéciale, sauce pimentée, qui fait en sorte que le jeu, il est alléchant, il est soyeux, il est doux, il est bon et en même temps pimenté. Mais lui, c'est vraiment que des bombes à chaque fois. Des bombes, C'est ça. terroristes. Trop des piments dans Et les c'est- tiennes. et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Mais malheureusement, comme Aaron le dit, hein, le Sénégal a des joueurs de qualité internationale. C'est ça. Internationale, en passant par le gardien. Bon, même si ces derniers temps, Lui, tu vois, Edouard- lui. Edou Mais- Mendy, mais il se reprend en main. Il se je reprend en pense main. que peut-être que C'est spirituel. Start People, Pôle emploi, Randstad, Ouais, etc. Peut-être qu'il faut bientôt commencer à postuler parce que les sorties qu'il a fait contre les Pays-Bas là, Frère. les deux sorties là, c'est lui qui bicrave les Pays-Bas. hein. Exactement. C'est lui c'est qui vrai. bicrave les Pays-Bas, C'est vrai. franchement, enfin, qui bicrave le Sénégal contre les Pays-Bas parce qu'il y avait toutes les chances de faire au moins match nul contre Tout à eux. fait. Ouais. Tu Mais vois maintenant, Fort. par rapport à ça, tu Ouais, finis vas-y. ou- Non, vas-y. Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. Parce que depuis tout à l'heure, Cher, vous dites que le coach, il sait s'adapter. Mais moi, je vois pas ça, en fait. Non, Voilà, moi non lui, plus. c'est- Moi, je vois le non même plus. schéma Moi non plus. sur 3 matchs. Parce que Exactement. je vais dire un truc. Par exemple, face à la Hollande, Mhm. on voyait clairement qu'il visait le nul. Vers la 80e minute. Luis Van Gaal, il a compris ça. Ouais. Il a fait que des changements offensifs, Luis Van Gaal. Comment toi, en tant que coach, tu sais que tes joueurs, ils n'ont pas un certain rythme parce que, ok, c'est des bons joueurs, mais ce pas des joueurs qui jouent toujours 90 minutes. Face à une équipe de Pays-Bas qui est très offensive, comment tu vas dire, je vais garder les mêmes milieux défensifs et les mêmes défenseurs? À part, tu changes Isaac Jacobs. Mais toi-même, en tant que coach, par rapport à Et ces encore, situations-là, Jacobs, il est rentré pourquoi? Parce que l'autre, Diallo l'autre est est blessé. L'autre, il s'est blessé. Donc, toi, en tant que coach, tu dois avoir une certaine maturité et te dire, OK, les Pays-Bas font des changements. Moi aussi, je dois faire un changement parce que sinon, il y aura des cadeaux. Et c'est ça qui s'est passé à la fin. Les cadeaux, je pense que c'est surtout Mendy. Et Non, que, non, tu peux pas. Il faut regarder les Non, occasions non, dès ah, le début. mais Il faut regarder les Aaron, occasions dès le écoute-moi, début. écoute-moi. Jusqu'à ce que Kouyaté sorte et que Diallo sorte, le match était en contrôle. Oui. Oui, vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a eu nos occasions, on n'a pas marqué. OK. Donc, on a joué un jeu offensif. Oui. On n'a pas attendu les Non, autres. c'était pas un jeu offensif. C'était un Non, jeu. mais En fait, on n'est pas resté derrière pour attendre, tu vois. OK. Toi, tu veux dire quoi, Arsène? non, dans le sens, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où c'était milieu était plus de sable. en tout cas en première mi-temps. Ouais. C'était un match où c'est la Coupe du Monde, c'est le tout premier match du Sénégal dans la compétition. Voilà. Ils ont voulu se mettre dans la compétition. Ouais. Ils avaient la fougue. Ils avaient la fougue, donc du coup, ils étaient vraiment assez offensifs. Mais en même temps, ils n'étaient pas plus inquiétants que ça. Et les Pays-Bas, ils ont justement, eux, fait preuve de gérance. Eux, Ouais. ils ont géré. Et comme vous avez dit, hein, Luis Van Gaal, il a vu ça, il a géré, il a fait C'est ça. en phase offensive. Après, Ouais. ça a payé. Moi, je suis sûr qu'il a anticipé. Il s'est dit, Il a les gars, anticipé. nous, on va jouer, on va être pragmatique et ils vont se fatiguer à la fin du match. C'est quand je vais mettre tous mes joueurs offensifs. Et puis, ça a payé. En plus, Mendy, je pense, manquait des sommeils. Donc, lui, il Moi, a je des pense que c'est surtout Mendy. Non, c'est Mais trop bon, facile. Ces deux actions. on laisse les pour moi, idéalistes dans les pour moi- coins. Les gens pragmatiques ici. Non, mais j'avais aussi je voulais donner un petit clin d'œil quand même à Idrissa Gueye. Qu'en temps normal, en France, il se faisait beaucoup critiquer sur son niveau technique. Ouais. Et avec le Sénégal, il jouait en 10. Et j'étais étonné. Même par rapport à la Coupe d'Afrique qu'il a fait, je trouve qu'en style de meneur de jeu, il jouait juste. Des fois, tu voyais mettre des feintes. Il emmenait le ballon, il cassait des lignes. Et je me suis dit, peut-être celui d'Idrissa Gueye d'Everton qu'on est en train de voir. Et c'est un Idrissa Gueye qui est dans un rôle différent, qu'on aime bien. Donc, je vais donner un petit clin d'œil à lui parce que voilà, finalement, on a beaucoup de joueurs comme ça qui passent, qu'on se dit, en fait, lui, il est nul, il sait pas faire de contrôle, il manque de rythme. Mais il a quand même step up et je voulais faire un clin d'œil à ce jour-là. C'est un de nos tauliers aussi, hein. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés aussi. Et je pense que le fait qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué une Coupe du Monde et que le coach aussi il a déjà joué Coupe du Monde et aussi il était là en tant que coach Coupe du Monde passé, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup d'expérience qui s'est ajoutée à notre équipe. Mais je pense qu'on doit arrêter de comparer le jeu pendant la Coupe du Monde avec le jeu à la CAN. Je pense que tu ne peux pas jouer le même jeu, gagner la CAN et aussi jouer la Coupe du Mais Monde. tu penses pas que c'est le même jeu? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le même jeu. C'est pas le même Qu'est-ce jeu, que c'est pas toi, le tu même vois jeu. C'est la différent? même sauce. Qu'est-ce que toi, tu vois différent? C'est juste Qu'est-ce qu'il y a que différent je par pense rapport à la que- CAN et la Coupe du Monde dans le jeu. À la CAN, on a plus joué sur les contre-attaques. On n'a pas vraiment eu le ballon. Contre-attaque, Contre-attaque. vraiment. Vous jouez derrière, frère, arrête. Non, je pense que pendant la Coupe du Monde, on jouera plus au ballon parce que c'est plus possible.
tu peux pas jouer au foot avec un adversaire qui n'aime pas jouer, qui ne peut pas jouer au foot. J'ai Mais là, les adversaires sont au niveau. Mhm. Et là, tu peux te mettre au niveau aussi. Tu comprends? J'ai une question, puis on en termine. Aliou Cissé, Ouais. quand tu le vois en tant que sélectionneur, toi en tant que fan de Sénégal, est-ce que toi, avant un match, tu peux te dire, il va nous proposer ça? Tu peux te le dire. Depuis ces derniers temps, non. Mais j'ai vu un Aliou Cissé qui s'est adapté à chaque situation. Donc, en 2015, il arrive. Il fait sa sélection. Premier CAN 2017, il joue un jeu attractif, mais il se fait éliminer par le Cameroun. Il revient en 2019, très défensif, contre-attaque, efficacité. Final, tu perds. Et là, je vois qu'en 2022, il a variante les deux. Selon les adversaires, il attaque. L'autre, il attend. Des fois, il balance entre les situations de match. Et c'est ça qui fait sa force, parce que là, il a goûté un peu à tout. Il peut s'adapter un peu à tout. Et je pense que c'est ça qui va faire notre force cette année-ci. Parce que moi, je demande, si je vois Southgate, il va vouloir préparer le match. Il ne va pas avoir un match référence. Tout à fait. Et c'est ça qui est bien. Mais bon, on va en revenir après sur ces huitièmes de finale. Donc, nous avons le prochain groupe B. Les qualifiés sont l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre, premier du groupe, logique. Logique, hein, ouais. Logique. Il y a certaines personnes que je ne vais pas dénommer qui ont dit que l'Angleterre allait perdre face au Pays de Galles. Mais bon, et que Southgate était un très mauvais coach. Mais voilà, Southgate a encore prouvé que c'est l'homme de la situation. L'Angleterre a battu le Pays de Galles confortablement et a sécurisé leur première place. Est-ce que les États-Unis qui passent, c'est une surprise pour vous, ou vous dites que ce groupe est quand même juste par rapport aux prévisions qu'on avait? Toi, Arsène? Dans ce groupe, non. En fait, ce groupe, c'était vraiment un groupe politique déjà de base, parce que c'était un combat fratricide entre Anglais, Gallois et Américains. Ouais. Et en plus de ça, tu rajoutes une goutte d'Iran. Ouais. Franchement, s'ils appuyaient tous sur le bouton atomique, je pense que la Terre entière allait exploser dans ce groupe-là. Mais ouais, c'est tout à fait logique que l'Angleterre sorte premier de ce groupe, hein. Moi, j'attendais aussi de voir un peu, parce qu'on parlait beaucoup des États-Unis. Tout à fait. On disait qu'ils avaient énormément, c'est une génération talentueuse, hein. On va pas se mentir, franchement, j'ai beaucoup aimé la plupart des joueurs que j'ai vus, et je voulais voir aussi des confirmations, notamment avec Tyler Adams, par exemple, le joueur de Leeds. Alors, franchement, c'est un bon capitaine, en devenir, et en 2026, ce groupe-là, s'il arrive à maturité, ça pourra faire des belles choses, tu vois. Tout à fait. Donc, ouais, non, ce groupe-là, c'est une situation logique. J'attendais pas plus que ça des Pays de Galles. Franchement, les Pays de Galles, eux, à part rester à 10 derrière, faire des contre-attaques, essayer d'avoir une tête et un penalty dans les derniers instants, ils méritent de rentrer seulement, tout simplement, chez eux, là. Là-bas, à il Cardiff. fait froid. À Cardiff. Là où il y a des Et les rochers, longues touches là. aussi. Et les longues touches. Ouais, les ouais. longues touches. Longues touches sur l'attaquant, j'ai oublié son nom, là, le long, là. Mais Pas- c'est. il est pas là, cette année. Tellement ils n'étaient pas intéressants, on a oublié même son Exactement. nom. Voilà. Mais c'est dommage. Et on a eu un joueur aussi qui n'a pas beaucoup joué du côté anglais, Phil Foden, qui fait une saison très très forte avec City, un Southgate qui préférait un Mount pendant un long moment, mais sur le dernier match il fait jouer et il a fait la différence. Pour vous, un Phil Foden va toujours commencer dans ce 11-là? Du moment qu'il est titulaire à City, il n'y a pas de discussion. C'est un des meilleurs joueurs de sa génération. À son poste, peut-être dans le top 6. À son poste au monde, peut-être à voir. Donc, je pense que si tu es sélectionneur et tu regardes les matchs, il y a des choses que tu ne peux pas négliger, en fait. Soit c'est du favoritisme, ou soit tu es aveugle. Mais si tu es aveugle, il y a d'autres métiers à faire. C'est pas d'être coach. Donc, c'est à lui de faire le choix, de savoir, en fait, comment gérer les joueurs. Parce en mettant Phil Foden sur le banc, tu crées des frustrations. T'enlèves qui? Qui? Moi? Mais Mount, frère! T'as vu la coupe du Monde qu'il fait? Attends. Je pense que Mount est crucial dans les yeux de Southgate sur le plan de jeu qu'il veut proposer. Dis-moi un beau match de Mount. Je dis pas qu'il fait des beaux matchs, je le défends pas, mais je pense que selon les plans de Southgate, c'est pour ça Non, qu'il mais joue. dis-moi un bon match qu'il a fait. Le premier match? Pour toi, il était bon. Il Mais était toi, très c'est bon. bon. Tu vois, Il était très bon. il y a deux supporters de Chelsea ici. Moi, je te pose la question. Vous n'êtes pas objectif. Moi, je te pose la question. Moi, Oui. je prends pas part à. Je ne choisis pas de côté. Ok. Je dis juste que ce qu'il propose, c'est plus compatible avec Mount qu'avec Foden. Tu penses que Foden ne saute pas Mount? Je te dis encore. Plan de jeu. Plan de jeu? Ouais. C'est Mount qui est plus compatible avec l'Angleterre que
Foden. Ok, Ok, et ça toi, va. tu penses quoi? Moi, je pense que je rejoins un peu Cherf dans sa réflexion. L'entraîneur, il a un plan de base. Il a un plan de base qui fait que Mount sera beaucoup plus utile que Foden. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Foden ne doit pas jouer. ne doit pas jouer Tout à fait. différemment. Mais dans le plan dans lequel Gareth Southgate veut voir l'Angleterre jouer, pour lui, Mount devait jouer. Et voilà, il voit que malgré tout, Mount, c'était peut-être pas assez et qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait. Ouais. Il l'a essayé cette fois-ci maintenant avec Foden. Foden, c'était le 3e match contre l'adversaire le plus faible du groupe aussi, il faut le Tout à dire. fait. Pour moi, c'était pas l'Iran, hein, l'adversaire le plus faible du Ouais, groupe. ouais. Ah, Pour c'était moi, Pays de Galles. c'était clairement les Pays de Galles, hein, franchement. Ouais. Et même si c'était le plus faible et que c'était le 3e match. En plus, l'Angleterre, je pense que c'est l'une des seules grandes nations qui n'a pas perdu. Parce que toutes les grandes nations ont Il n'y perdu. en a que 3. Ouais. Le Maroc, l'Amérique et. Ouais, je parle des top nations mondiales. Ouais, mais il n'y a que 3 pays Qui n'ont pas pendant perdu. ce mondial qui n'ont pas Voilà, perdu. tu vois. Et donc, du coup, Foden a fait ses preuves. Et donc, pourquoi pas voir Foden être titulaire face aux Marocains. Surtout que, bon, aux Sénégalais, pardon. Peut-être qu'on va en parler encore après, mais je pense qu'il pourrait faire la différence. J'ai un petit point quand même qui est très intéressant par rapport aux joueurs de City. Ouais. Lorsqu'on a Foden qui n'entre pas vraiment clairement dans les plans de jeu de Southgate, on a un De Bruyne, tout à l'heure, on va en parler aussi tout à l'heure, qui n'a pas vraiment fait la Coupe du Monde qu'il devait faire. On a un Gundogan avec l'Allemagne qui n'a pas pu step up. On a un Rodri, finalement, on a un Busquets qui est préféré à lui, on le préfère le mettre derrière. Est-ce que finalement City, c'est une machine en Angleterre, il domine tout? Est-ce que finalement Guardiola n'a pas créé ce problème avec ses joueurs où les joueurs n'arrivent pas à s'adapter à notre système, au système qu'ils jouent en club? Je pense surtout que City est tellement fort que quand tu arrives en sélection, que le niveau est un peu plus bas, que tu perds tes repères. Toi, tu dis quoi? Ouais, je le rejoins. Je le rejoins par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire déjà, City, c'est une équipe qui joue vraiment et qui sont toujours en possession. Donc, ils dominent vraiment. Et je pense que quand tu arrives en sélection avec des joueurs avec des qualités un peu moins, donc je pense que ça joue vraiment parce que tu as une certaine automatisme Voilà. que tu n'as pas en sélection. Et donc, c'est-à-dire la performance aussi, ça c'est pas pareil. Il faut savoir que le milieu de terrain à City, il y a De Bruyne, Gundogan et Rodri. Ils se voient. Ils se connaissent. Là, De Bruyne, il arrive en sélection, il voit qui? Witzel et... Tielemans. Avec tout le respect que je leur dois, mais voilà. Mais après je vois ce problème plus chez eux que chez d'autres joueurs, dans le sens où tu as vraiment l'impression que quand ils arrivent dans leur équipe nationale, qu'ils sont vraiment perdus, qu'ils veulent faire des 1-2, qui voient personne. Mais au final, en tant que footeux, j'ai peut-être l'impression, je suis désolé, peut-être je vais me perdre dans mes mots, mais j'ai l'impression que quand tu es joueur de City, comme tu es dans ce système et tu as les qualités que Guardiola cherche pour ce système-là, que tu n'es pas aussi fort que ça, en fait. Non, il y a juste des automatismes. Tu vas t'habituer à ça, tu vas vouloir jouer comme ça, mais tu ne te rends pas compte qu'il n'y a pas la même qualité, il n'y a pas la même équipe, tu vois. Et toi, tu t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est des joueurs de qualité extraordinaire. Mais ils ont tellement l'habitude de jouer dans un système qui fait qu'ils ont leur rouage, ils ont leur repère, etc. Lorsqu'ils arrivent dans un autre système, ils doivent prendre le temps de s'adapter. Et cette question du De Bruyne, lui-même, il a dit, hein, De Bruyne, quand il dit trop vieux, là, il dit certes qu'ils sont vraiment trop vieux en âge aussi, mais il parle aussi du fait qu'il y a une qualité qui est un peu Ouais, En dessous, par rapport à ce qu'il a l'habitude de côtoyer, tu vois. Et donc, du coup, ils ont cet ego-là, tu vois, de ouais, nous, on fait ci, nous, on fait ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Après, de toute façon, moi, je lui donne raison. Hein. Bon, c'est juste une petite aparté, mais De Bruyne, quand il arrive en sélection et qu'il voit des Witzel qui se cachent tout le temps, qu'est-ce que tu veux apporter? Alors que Guardiola lui-même, il dit. Quand tu vois un de tes coéquipiers, fais-lui confiance. Mais comment tu veux faire confiance à Witzel? Franchement, tu peux pas. Tu peux pas. On va y revenir après. J'allais dire, dernier point aussi sur De Bruyne,
c'est que quand je regarde De Bruyne, on parle de cette statistique-là qu'il a perdu énormément de balles, mais il faut regarder combien de fois il regarde de gauche à droite. Je ne sais pas si vous avez regardé pendant le match, il regarde énormément de gauche à droite. Et ça veut dire qu'il est perdu dans sa tête parce qu'il se dit à City, il y a toujours un joueur là-bas. Il arrive en sélection, il n'y a pas ce problème, mais on va y revenir. On va y revenir. Ça, c'est aussi un autre point, je pense qu'il faut le retenir, c'est très intéressant. On a le groupe C, le groupe d'un des favoris, l'Argentine et la Pologne qui se qualifient finalement dans un groupe avec l'Arabie Saoudite et le Mexique. Je trouve un peu dommage que l'Arabie Saoudite n'ait pas pu faire plus. Ouais. Mais si finalement le résultat du groupe est logique pour vous? Toi, tu dis quoi? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, Arabie Saoudite, comme je l'ai dit plusieurs fois, Hervé Renard, dès qu'il a la mire sur lui, il s'éteint. Partout où il est passé, ça a toujours été comme ça et ça va jamais changer s'il change pas de prêtre ou de je sais pas il est. Donc ça c'est déjà un problème à part. Et puis l'Albi Céleste reste l'Albi Céleste, hein, malgré leurs mauvais résultats. Et puis le Pologne par rapport au dernier match qu'ils ont fourni, c'était mérité. Et toi, je pense aussi que l'Argentine, ça leur a fait du bien de perdre le premier match. Ça leur a secoué, ils se sont réveillés aussi, ils se sont remis en cause aussi et ça va leur aider aussi dans la suite dans la compétition aussi. Et toi, tu dis quoi, Arsène? Ouais, c'est un groupe logique qui termine un peu comme on l'attendait. Enfin, pas trop en vérité, parce que je m'attendais à ce que le Mexique montre un peu plus quand même. Parce qu'on a l'habitude que le Mexique soit à un niveau très, très fort. Mais là, ils ont un peu déçu. Après, peut-être qu'ils ont un problème générationnel aussi. Je pense qu'ils n'ont plus trop de joueurs de talent, à part Irving Lozano. Ouais. C'est un petit peu difficile maintenant, surtout qu'ils vont aussi organiser la Coupe du Monde en 2026. Donc, on va voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Et j'aurais bien aimé quand même voir aussi cette magie de l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est un message pour eux. C'est bien fait parce que les Where is Messi, là, ça se paye cash. Where is Messi? Where is Messi? Where is Saudi Arabia? Where is Lewandowski aussi? Ça se paye cash. C'est du manque de respect. C'est du manque de respect. Après, en plus, justement, au deuxième match, Messi chimite contre le Mexique. Pas décisif et but. Ça se paye comme ça. Il step up. Mais après, je vais pas te mentir, Messi, il a un problème. Il est très fort, hein. Mais moi je trouve que trop souvent quand son équipe baisse les bras, c'est pas le gars qui step up. Avec l'Argentine en tout cas. Moi j'ai l'impression que même avec le Barça, j'ai l'impression que Di Maria est plus le joueur qui emmène ce spark que Messi. Ouais. Mais quand ça va bien, tu sais que là. Messi il va te. Non. Enfin, moi je trouve pas. Dans le sens où par exemple contre le Mexique, c'était un match hyper fermé. Hein. C'était un match hyper fermé. Eux, tous les joueurs, de toute façon, comme point de repère, ils ont Messi. Si Messi n'est pas trouvé, ils vont essayer de faire quelque chose, ça va en général foirer. Parce que là, mis à part les les anciens deux petits de River Plate, là, Enzo Fernandez, non, le milieu de terrain de Benfica, j'ai oublié son nom. Enzo Fernandez et Julian Alvarez, le nouvel attaquant de City, qui sont les nouveaux-nés qui sortent de l'académie de River Plate ont vraiment fait le taf. Et ça, c'est bien parce que la jeunesse commence un peu aussi à prendre le relais. Mais dans un match contre le Mexique, si Messi ne décoche pas cette frappe-là, c'est un match fermé, frère. C'est un match fermé. Après, il met une passe décisive et qui termine bien pour l'Argentine. Mais sinon, c'est un match fermé. Tu vois, en fait, le maillot de l'Argentine, il faut comprendre un truc. Hein, c'est un poids. C'est le maillot le plus lourd du monde. Surtout le 10. Moi, je trouve le maillot brésilien. Non, mais dans le sens où les joueurs, ils sont crispés dès qu'ils mettent ce maillot. Les Brésiliens, ils sont ensemble, ils sont dans la joie. J'ai l'impression ils ressentent beaucoup moins de pression. Alors que l'Argentine, tu sens vraiment que tu as l'impression que lorsqu'ils mettent ce maillot-là, ils ont une pression incommensurable. Mais qui les a dit de mettre cette pression-là? C'est ça. Ils se la mettent eux-mêmes, c'est ça. Ouais. Ils se la mettent eux-mêmes. Personne. Ils se la mettent eux-mêmes. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la pression des anciens. Peut-être parce qu'ils se jouent à côté de Messi, qu'ils se disent qu'ils doivent faire quelque chose parce qu'il faut marquer cette génération. Exactement. Mais le maillot, dès qu'ils le portent, c'est trop. C'est beaucoup trop lourd. Alors que, au contraire, pour moi, les Brésiliens, tellement ils ont un collectif qui est fort, tellement ils se disent que même... Ils ont confiance en soi, en fait. Ils ont confiance en eux, tu vois, et ça se dégage chez tout le monde. Ouais. C'est moins lourd. Même, je dis pas que c'est pas lourd, hein, mais c'est moins lourd. Mais l'Argentine, ça pèse un paquebot, frère. Ouais. Et je pense aussi que tu avais raison sur le fait que Di Maria, c'est lui qui step up le plus souvent. Parce que j'ai suivi la Copa América. Et là, pendant la finale contre le Brésil, il y avait un match très fermé.
Mais il y a Di Maria qui a accéléré, il a marqué. Et ça a tout fait en fait, parce que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Il y avait Messi qui était invisible. Mais à chaque fois qu'il s'endort ou il se renferme sur lui, il y a Di Maria qui se lève. Et ça, je suis d'accord. Je trouve qu'on lui donne pas assez sur ses props. Néanmoins, Messi reste un très grand joueur, un joueur qu'on connaît. Sans lui reprocher Mais quelque je chose. trouve quand même que on met Di Maria trop en dessous de ce qu'il donne par rapport à Messi en Messi sélection, en ouais. sélection. Ouais. Non, mais Je te rejoins sur ce point. Di Maria est un énorme joueur, un très grand joueur. Hein. Mais je pense aussi ce qui a aidé l'Argentine, c'est le fait que Rodrigo De Paul aussi est arrivé dans cette sélection-là. Mhm. Ça a fait énormément de bien au milieu de terrain parce que voilà, lui c'est un peu un chien fou qui va au combat, etc. Et de toute façon, c'est l'ombre de Messi. Hein. Messi va aller aux toilettes, il va aller chier avec lui. Messi va aller faire une photo, ça sera le mec qui sera derrière, etc. Donc du coup, ça soulage un peu. Il Ça ouvre même soulage la un porte. peu d'avoir ça. Il fait là, c'est Pendant que Messi va enfermer dans sa chambre, comme lui, il n'aime pas parler avec les gens, il toque. mais ça va. Il y a une partie d'Uno. Voilà, donc un joueur comme ça, je pense que ça a fait du bien à cette équipe-là. Et en plus de maintenant, il y a des joueurs comme Alexis McAllister, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, etc. Exactement. qui font vraiment énormément de bien à cette équipe. Donc, à voir, hein, mais de toute façon, je les vois quand même pas gagner le mondial, mais c'est déjà mieux de ce qu'ils nous ont toujours habitués de voir. Tout à fait. Moi, je pense, Oui, dis-moi. je pense que niveau collectif, l'effectif a évolué aussi dans le bon sens parce que avant Messi jouait avec des Mascherano, des Abel. Non, Ouais, non. mais les Mascherano fin de carrière. Je non, pense que Messi n'a plus envie de revenir. Moi, non. je suis le plus grand fan du Real. Écoute-moi. Mascherano. Je voulais dire Zabaleta, mais il y avait des joueurs qui étaient un peu bizarres ou pas au niveau Otamendi, Attends, Zabaleta. pause. Otamendi, Zabaleta. Hein. Ouais. Otamendi, il est venu à City dans son prime. Prime. Zabaleta est venu à City dans son prime. Ouais. Ils ont tapé, ils ont été champions. Faut pas. Non, mais je dis juste que faut mettre la qualité de maintenant et d'avant, il y a une différence Non, positive. non, avant ils étaient mieux. Avant, c'était plus fort. L'avait dit Naples, il tapait. Prime. Qui ça Di Maria, prime. Il Prime. tapait. L'avait dit, Lucas Biglia, l'avait dit- Lazio, il Prime. tapait. Il a été là Pastore, pendant un an. Pastore. Prime. Tu connais Prime. Javier Pastore, toi? Quand il a signé au PSG, le Palerme. là, Non. Niveau collectif, niveau jeu et effectif, c'était pas ça. Je peux pas te laisser. Je pense sérieusement que l'arrivée de Emiliano Martinez comme gardien, le coach aussi qui a joué un très grand rôle. Non, le gars, Romero, il était fort, frère. Moi, je trouve que Bon, c'est comme Ochoa non, avec le mais- Mexique. non, Martinez, il est fort, plus il galvanise l'équipe. Ok. Lui, il est là, mentalement, il est là. Mais je pense que, sans vouloir insulter l'effectif précédent, que celle-ci a quelque chose de plus. Collectivement. Ouais. Ok. Ouais, mais pas Au niveau jeu. Pas Ouais, individuellement. Pas individuellement. Bon, je retire les noms. Mais retire Marcherano. Ouais, Dis devant la caméra. Non, Mascherano, je voulais dire Zabeleta, désolé. Ok. Ça va. Et ben, on a le prochain groupe, le groupe D, où on a vu la France et l'Australie se qualifier, et les Danois et la Tunisie qui ont été les malheureux de ce groupe. Les Danois, pour moi, sans surprise, qui sortent. J'avais dit à tout le monde, les Danois, là, vous pensez qu'ils ont fait un euro, je pense à l'euro, je suis désolé, mais je trouve que c'était un euro un peu en dessous du niveau pour des grandes nations. Les Danois sortent logiquement. Et puis la France qui tape, pour moi, qui peut être encore champion du monde 2 fois de suite par rapport à ce qu'ils ont montré. Pour vous, la surprise de ce groupe, c'est l'Australie qui passe, ou vous étiez dit, oh, peut-être c'est la Tunisie qui va passer? Moi, comme j'avais dit avant le mondial, je suis vraiment fanatique de la Tunisie, comme tout pays africain aussi. C'était vraiment mon petit chouchou, la Tunisie. Ils m'ont vraiment déçu. Déjà face à l'Australie. Donc, c'est vraiment une équipe qui devait passer, en fait, par rapport au groupe et par rapport aux performances des autres équipes. Donc, je suis déçu par rapport à ça. Et pour moi, l'Australie, c'était un coup de bol, on va pas se mentir. Quand ils jouaient leur match, c'était parce que l'adversaire en face ne maîtrisait pas le jeu et les situations où ils devaient être efficaces. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils sont passés. Sinon, la plus grosse déception, je pense que c'est pour tout le monde, c'est unanime, c'est la Tunisie dans ce groupe. Et toi, tu dis quoi, Arsène? En fait, j'ai discuté avec des potes tunisiens Ok. et avec pas mal de personnes de la communauté tunisienne. Ils sont grave déçus de leur équipe nationale. Mais le problème est plus profond que ça. Ok. Apparemment, c'est une histoire de fédération. Le président de la fédération tunisienne de football a pris parti pour les joueurs locaux qui jouent en Tunisie
qui représente l'espérance de Tunis, etc., pour mettre les joueurs en valeur, pour qu'ils prennent de la valeur lors de cette Coupe du Monde, pour qu'après ils puissent être revendus à prix abordable, pour que le championnat tunisien puisse en bénéficier, ou même lui-même par rapport à ses poches. Apparemment, parce que c'est lui qui faisait les compositions. Et on a vu la première bonne équipe de la Tunisie contre la France lorsqu'il a mis les joueurs adéquats. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi sur les réseaux, l'ancien attaquant de Lens là, avait sorti des conneries là, sur des gossips apparemment. Hannibal Mejbri, il toucherait apparemment 30 000 €, même s'il jouait que 2 secondes, un truc comme ça. C'était une histoire de 100 000 dinars tunisiens, un truc comme ça. Et j'ai demandé, pourquoi ça sort d'où ce genre de choses-là? Pourquoi il sort ça en pleine Coupe du Monde alors que ça peut déstabiliser le groupe, etc. Et mes amis m'ont dit non, lui il dit des conneries, il veut juste essayer de se mettre en valeur, mais en même temps, ça ne reflète pas ce qu'est vraiment la Tunisie. Parce que le problème, le nœud le nerf de la guerre se trouve par rapport à ce que le président de la fédération a fait et que l'entraîneur avait les mains liées. Les équipes africaines. Ils ont un complice, Fekofa. Ouais. Ah oui, voilà, je voulais pas nous citer parce que on est déjà assez fatigué comme ça. Tu vois, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Qu'à foot, tous. À part peut-être les Ivoiriens et les Black Stars qui ont moins ce problème-là, mais c'est partout en Afrique ce genre de truc. C'est le même problème. Hein. C'est dommage. C'est vraiment le même problème et après des autres nations en bénéficient comme je suis désolé, mais l'Australie. Pour moi, l'Australie clairement ne devait pas passer. Voilà. L'Australie, pour moi, là, l'Argentine, bon, après, l'Argentine avec qui on n'est jamais à l'abri, mais pour moi, il ne devait pas arriver en huitième de finale. Pour moi, plus la surprise, c'était par rapport au Danemark. Je vais m'expliquer pourquoi. Le Danemark, il ne faut pas oublier que lors de l'Euro, ils ont eu un drame qui s'est passé contre la Belgique avec Eriksen. Donc, du coup, ça a déstabilisé tout un groupe. Et en plus de ça, c'était le meneur de jeu. Ouais. Et là, par contre, on était vraiment, à mon avis, vraiment tous surpris de les voir évoluer à ce niveau-là. On s'attendait à voir quelque chose de meilleur. Mais malheureusement, après, c'est un concours de circonstances aussi. Hein. Contre la Tunisie, il y a un corner. L'autre, au lieu de mettre tout son corps, il met le genou, ça va sur le poteau. Après, leur pire match, c'était contre l'Australie. Mais contre la France, ils ont plus ou moins rivalisé, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression aussi peut-être que c'est juste peut-être un malentendu parce que je les ai vus forts contre la France lors de la Nations League. Ils sont très forts même. Mais peut-être qu'ils sont forts quand ils jouent seulement chez eux, quand ils ont l'engouement du public. Oui, et aussi, c'est ça. Et je pense aussi que les Français ont fait un renouvellement aussi d'effectifs par rapport à cette Nations League-là. Ouais. On a des nouveaux visages, on a un nouveau c'est beaucoup de blessés aussi. On a un nouveau milieu de terrain. On a un Ousmane Dembélé qui rentre dans le 11. Qui pour moi ne va plus sortir de ce 11-là, qui est en feu, t'as Mbappé qui est en feu, Griezmann qui montre totalement un autre visage aussi. Ouais. Donc c'était pas la même France. Sauf que je pense que le Danemark aussi, je suis désolé, pour moi, c'était un peu, ils surfaient un peu sur les circonstances qu'ils avaient, qu'ils étaient motivés, et que là maintenant, c'est les plus forts qui jouent. Donc c'était une promenade de santé pour moi, pour la France. Ah oui. Et puis je trouve que la Tunisie, c'est un peu la déception. Une grosse déception. Je pense qu'il y a plusieurs déceptions pendant cette Coupe du Monde. Il y a la Tunisie, l'Équateur. Pour moi, personnellement, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Moi, l'Iran, je te dis juste ça parce qu'il mérite plus que l'Amérique pour moi. Mais tu sais que pour pas revenir sur ce groupe, mais il y a un petit point d'actualité, c'est que les supporters iraniens en Iran ont fêté l'élimination de leur équipe. J'ai vu les images. Quoi ? Ils ont fêté l'élimination de leur équipe. Pourquoi ? À cause des tensions politiques qu'il y a là-bas et qu'ils estiment en fait que l'équipe nationale n'a pas assez soutenu les causes politiques qui se passent là-bas. Mais franchement, ils sont un peu ingrats. Ouais. Dans le sens où je les condamne absolument pas. Leur cause est noble et franchement, je suis de tout cœur avec toutes les causes iraniennes. Le seul truc, c'est que faut pas oublier que lors du premier match, ils n'ont pas chanté l'hymne national justement pour soutenir et faire un geste par rapport à tout ce qui se passe en Iran. Ça, c'est déjà un truc très fort. Après de cela, le gouvernement iranien a menacé les familles des joueurs. Le troisième match. Même pendant le deuxième match, je pense, parce que justement, pour eux, ça a été un affront qu'ils n'aient pas chanté l'hymne national. Et ils ont mal pris ça. Et imaginez-vous, en tant que personne, à la place des joueurs, vous êtes là à faire un geste fort,
vos familles se trouvent au pays, là où tout se passe, et on vous menace par rapport à vos familles. Vous voulez faire quoi de plus? C'est ça, et c'est pas des menaces. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que Ils ont ils sont un peu carrément dit ingrats. qu'ils vont le rejeter dans les prisons et qu'on va plus Là, t'as au plomo, comme dit Pablo Escobar. Ah ouais, là, tu rentres chez toi à Téhéran ou d'où tu viens, peu importe, et tu vois qu'il y a un membre de ta famille qui a disparu, tu sais même pas. C'est compliqué. Comment ni pourquoi. Parce que tu n'as pas chanté l'hymne national ou bien parce que tu as fait un geste en plus. Tu vois, moi je comprends les joueurs. Je comprends les joueurs. Ils ont donné leur maximum en plus de ça. Ils étaient vraiment courageux. Voilà. Et moi je trouve que franchement c'est des bonhommes. Ouais. C'est des bonhommes. C'est des bonhommes. Tout à fait. Nous avons le groupe E, du groupe du Japon, de l'Espagne et de Costa Rica, le groupe de la mort. On a eu une grosse surprise. Deutsche Qualität dehors, Out. Ah, éliminé. Raus, ouais. C'est quoi, Nahose Nahause. Avec toute leur équipe. Ils se sont un peu sabotés en perdant face au Japon le premier match. Et ouais, l'Espagne qui passe est à le Japon qui est premier du groupe. Un petit fait, le dernier match gagné par l'Allemagne remonte en 2014 en Coupe du Monde. Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième Coupe du Monde de suite qui sortent en phase de Sans groupe. victoire. Les Allemands sont en train de descendre peut-être dans la hiérarchie des grandes nations de football. Si, ils ont gagné. Où ça? Les derniers matchs, ils ont gagné, non? Mais je pense peut-être qu'il dit depuis ce match-là. Ok. Mais ouais, non, mais moi, je veux pas cacher ma joie. Il y a pas un plus gros plaisir que de voir la déception dans les yeux de Thomas Müller. C'est arrogant, là. Non, T'es Barcelonais? ça se voit, Ouais. tu aimes trop l'Espagne, hein? Non, Barcelonais. pas forcément. Ouais, Pas Barcelonais. forcément. Catalan, Parce que même contre le PSG, etc. Ouais, bonjour, etc. Oui, Oh, c'est frangin. comme ça. Non, franchement, les joueurs de foot, ils doivent être comme ça. Oui, non, mais c'est bien d'avoir Trash talk et c'est bien tout, d'avoir du frère. trash talk. Ouais. Mais sauf que lui, il est arrogant. Trop arrogant. Trash talk, man. Trop arrogant. Et donc, du coup, le voir comme ça, oh, quel plaisir. Symphonie à chaque fois que je le vois comme ça. Donc, mais l'Allemagne, ouais, énorme déception. Et avec des joueurs comme Jamal Musiala, le roi Sané. Avert. Et il paye aussi justement une arrogance que j'avais pas kiffé lors du premier match face au Japon. Ouais. On se voit en finale. Ils avaient dit ça contre Ah l'Espagne. non, mais pas forcément celui-là, mais Rudiger, pourquoi il court comme ça contre les Japonais? Ah, mais il court comme ça tout le temps. Quand il a fait le truc là? Il fait ça Non, plusieurs fois. Oui, mais sauf que là, c'était trop. Ça voulait dire quoi, ça? Non, mais en fait, c'est bien d'être sûr de ses qualités. C'est bien de se dire que, ouais, non, on a une grande équipe et donc, du coup, on sait qu'on peut aller loin, etc. Mais eux, ils étaient un petit peu trop dans la suffisance et dans l'arrogance. Et donc, du coup, ça a joué contre eux. C'est vrai parce qu'au final, ils finissent avec 4 points. Dans certains groupes, si on regarde ici, il y a d'autres équipes qui ont eu 4 points Qui sont passés. qui sont passés. ouais. Mais eux sont éliminés parce qu'ils étaient dans le groupe de la mort. Donc au final, ils étaient obligés de gagner face à l'Espagne. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et ils étaient obligés de gagner face au Japon. Face au Japon, pour moi, personnellement, c'était un hold-up. Parce que les Japonais, ok, ils ont mis les goals qu'il fallait. Mais quand tu regardes dans le jeu, toutes les occasions que les Allemands ont eues, ils n'ont pas été assez pragmatiques. Alors qu'ils sont connus pour ce pragmatisme-là. Exactement. Et Flick aussi est un coach connu pour ce pragmatisme. Donc, le gars aussi, c'est le coach le mieux payé de la Coupe du Monde. 6 millions par an. Oh. Et là, il sort dans les groupes. Ah non, c'est J'ai fait un échec. Bastian Schweinsteiger. Non, c'est Arnold. Non, Bastien, non. Ah, Bastian Schweinsteiger, il a dit que. Arnold Schwarzenegger. Ouais, il y avait des noms qui passaient dans le vestiaire. Bastian Schweinsteiger, il a dit que le problème en Allemagne, c'est la défense. Il a dit le seul défenseur qui a de la qualité au niveau international, c'est Rudiger. Les autres, c'est des défenseurs de Bundesliga. Et il a aussi dit si ça continue comme ça, on aura toujours des situations comme ça. Donc, quand tu regardes le jeu de l'Allemagne, c'est très décevant. À part Jamal Musiala, qui mérite même pour moi Golden Boy par rapport à la Coupe du Monde qu'il a fait, même s'ils ont été éliminés. Non, Je comprends. tu peux pas donner Golden Boy à quelqu'un qui. Non, quand tu regardes le jeu, c'était un leader, frère. Ouais, mais qui sort dans les groupes, tu peux Ouais, jamais. non, mais il mérite. Mais est-ce qu'on va le donner? Non, mais moi je regarde par rapport à la qualité de jeu. Tu vas pas donner à un Gavi encore. Tu vois ce que je veux dire? On verra. Non, Gavi, mais il Faut voir même où pas. il arrive. On verra Ok, où tu il vois. arrive, ouais. Donc ça veut dire juste par rapport à ça. Mais le plus gros problème en Allemagne, c'est que je pense que c'est le truc là qu'ils ont cette mentalité de laisser en fait comme des Toni Kroos. Ouais, on laisse la place aux jeunes. Je pense que ça les handicape trop.
parce qu'il n'y a pas ce temps d'adaptation. Tu vois, je veux dire, donc c'est-à-dire pour moi, des joueurs comme Kroos ou quoi, ils avaient encore l'âge de jouer pour la Mannschaft. Et je pense que c'est ça le problème en Allemagne, qui veulent trop donner les rênes aux jeunes trop tôt et que les jeunes, ils sont tout simplement pas prêts pour assumer tout ça. Je pense qu'un Kroos, il aurait été très utile pour eux. Mais ouais. Aussi rappeler que pendant le premier match, ils se sont endormis les 15 dernières minutes, oui, mais qu'un Gundogan a step up ce match-là. Il a joué un très beau match. Mais que oui, il ne faut pas s'endormir pendant les matchs. Ça se paye cash. Là, ils ont payé sa cash parce que c'est ça qui. Si on regarde les 3 matchs, c'est pour ça qu'ils seront éliminés. Ouais. Et je pense que voilà, il faut apprendre de ça et garder quelques joueurs expérimentés dans l'équipe. Même si il n'y a que Müller. Il n'y a que Müller. Il n'y a que Müller en fait. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Il a arrêté Müller. Ouais, il arrête. Voilà. Moi, c'est normal, frère. Tu sors 2 fois dans les groupes. Alors que tu étais champion du monde 2014. Mais je pense que jouer avec un os qui n'a aucune expérience internationale ou peu d'expérience, ça va trop te... Non, ça joue. Toujours que les anciens accompagnent les jeunes. Même si c'est sur le banc, qu'ils soient présents. Tu vois. Après, Neuer aussi. Neuer aussi, il arrête. Hein. Ah oui. Ouais. Il n'a pas dit qu'il voulait continuer jusqu'en 2026 ? Je pense que j'ai cru voir qu'il arrêtait. Mais après, il faut saluer quand même le geste de Toni Kroos, dans le sens où il se dit que il voit qu'il a essayé, il peut plus. Donc du coup, moi je préfère quelqu'un qui est honnête, plutôt quelqu'un qui est gourmand pour essayer de prendre à chaque fois la lumière sur lui, tu vois. Non mais lui c'était plus un peu côté égoïste que côté égo aussi, parce qu'il a dit qu'il préfère arrêter lui-même qu'on l'arrête de sélectionner, parce qu'il n'est plus assez bon. Ouais, donc moi je trouve que ça c'est pas altruiste, c'est plus je veux pas me faire mettre. Je ne veux pas qu'on me mette à sur le bord. Ok, ouais, peut-être, mais après, il faut quand même prendre la décision de le faire, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve que Toni Kroos, il a pris... Par rapport à l'Allemagne, c'est une mauvaise décision, mais par rapport à lui-même, il s'est dit, bon, je pourrais me concentrer sur mon club et le Real Madrid. Et après, ça, regarde, les résultats, il est toujours aussi très fort avec le Real Madrid, tu vois. C'est pour ça que c'était utile. Bien sûr, il aurait pu être utile, mais là, malheureusement, ils ont dû faire sans. Ils avaient quand même des joueurs cadres qui auraient pu accompagner ce groupe-là. Ouais. Mais pour moi, le seul problème vraiment en Allemagne, ce qui manque, c'est un grand neuf. Parce que sinon, pendant les matchs, ils ont été vraiment très forts. C'est vrai. Moi aussi, c'était mes favoris. Hein. Mais malheureusement, bon. Je pense que les blessures leur ont joué un mauvais tour aussi. Comme la France, mais la France, les blessures ont joué un bon tour. Parce que mais eux, c'est différent. La France, ils ont tellement de joueurs. C'est vrai aussi. Mais je pense qu'un Werner qui se blesse, qui encore ? Même si Werner n'est pas un grand joueur. Reus, Marco Reus. Sané aussi commence la Coupe du Monde. Qui est là à 50%, 70%. Ça a joué un rôle important. Tout à fait. Nous allons avancer vers le groupe F, le groupe des chez nous. Bon, on a le Maroc qui se qualifie et la Croatie. Satisfaction pour les Marocains. Nous allons d'abord parler des Marocains qui ont été exceptionnels, qui ont changé de coach, qui ont changé de schéma de jeu et qui ont changé de plan de jeu et qui ont confirmé en fait qu'ils étaient là. Et qu'ils étaient là pour pas faire de la figuration, en fait. Exactement. Je tiens d'abord à m'excuser au coach Walid Regragui parce que pardon ? Regragui. Ok, Regragui, pardon d'avoir mal. Parce qu'au début, avant la Coupe du Monde, je t'avais critiqué par rapport au choix que tu as fait par rapport à certains joueurs. On peut en parler sur WhatsApp si tu veux. C'est dans le domaine du sphère privé. J'ai compris, en fait, c'est un coach, en fait, il a changé mon mindset. Parce que moi, j'ai toujours été opposant de prendre de nouveaux sélectionneurs avant une Coupe du Monde, parce que pour moi, ça peut toujours perturber les équipes. Et je pense que tout le monde est un peu dans ce schéma-là. Mais Walid Regragui, il a quand même su ramener des joueurs comme Ziyech, des Mazraoui, qui ont une certaine réputation à l'équipe nationale de quand même foutre le bordel. Il a réussi à les mettre droit. Et chaque fois quand je voyais un match du Maroc, c'était vraiment jouer avec amour. Donc ça veut dire que le coach a réussi à mettre tout le monde droit et en mode, même les remplaçants quand ils rentraient, je dois faire la différence. Ouais. Mais tu sais, tu parles d'un point très important, c'est que maintenant, on a vu dans toutes les sélections nationales africaines qui ont un coach de l'origine, originaire du pays même. Ouais. Et je pense que là, ça joue parce que là, tu as un Valid Alizovic qui est serbe, qui parle pas très bien français déjà. Bosniaque, qui parle pas très bien français, qui parlait au groupe en anglais. Puis tu as un Walid qui sait parler arabe,
qui est aussi de la diaspora française, qui sait parler français avec les joueurs qui savent parler français et qui sait parler arabe et qui peut créer une certaine proximité aussi avec le groupe. Pour dire, écoutez, je suis aussi quelqu'un de chez vous. Et lui-même était en sélection. Et lui-même était aussi en sélection. Donc, il pouvait dire, les gars, on joue pour la nation et faire comprendre ça à un groupe. Alors qu'un coach étranger, à part la tactique, il y a les joueurs qui se disent, ah, qu'est-ce qu'il faut encore ici, tu vois. Je pense que c'est ça qui a joué. Parce qu'on a vu un Ziyech, pour moi, qui est peut-être le joueur de cette phase de groupe, qui a step up alors qu'à Chelsea, il ne jouait pas. Je pense qu'il y en a plusieurs à Chelsea qui ont step up, mais ça, on en parlera après. Moi en tout cas, côté Maroc, le joueur de cette équipe nationale, c'est Sofiane Amrabat. Amrabat, il quadrillait le terrain à lui tout seul. Franchement, je comprends pourquoi Tottenham fait aussi une énorme sollicitation pour essayer de l'avoir auprès de la Fiorentina, parce que à lui-même, il a fait le jeu. Au milieu de terrain, il a maîtrisé le jeu, il courait, il distribuait, il driblait, il taclait. Franchement, box to box, incroyable. Pour moi, c'est vraiment le joueur du Maroc avec la défense, parce qu'ils ont encaissé un but. Aguerd Saïs, c'est vraiment un très bon duo, incroyable. Invaincu. Incroyable. Invaincu et un but. Donc, franchement, c'est ce triangle-là. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence au Maroc. Après, forcément, quand il y a du talent devant, ben, ça fait aussi ça tape. Voilà, c'est ça aussi, la qualité de l'effectif aussi. Moi, je m'attendais à voir le Maroc finaliste à la CAN. Parce que moi, moi aussi. avant la CAN, j'avais dit finale Sénégal-Maroc. Et là, on voit pourquoi. Parce que je pense qu'ils sont sortis à la CAN sur les pénaltys. C'était l'Égypte, je pense. Ouais, c'était l'Égypte. Ouais, l'Égypte, quart de finale, je pense. Mais l'Égypte a une certaine connexion avec la CAN. Mais à part ça, le Maroc n'a rien à envier à aucune équipe internationale en ce moment-ci. Aucune. Sauf un 9. Bon, Nessiri, il a des bons matchs. Il n'est pas constant en fait. Mais pour le reste, il n'y a aucun poste où mais je pense que quand tu as des joueurs comme Ziyech qui savent jouer sur les ailes, donc prendre vraiment le flanc, et qui sait aussi repiquer au centre, et tu as Bouffal aussi qui sait jouer la largesse et l'intérieur, tu as vraiment hyper fort. Tu peux avoir une variation d'attaque très ciblée, où une fois tu as l'ailier qui rentre, une fois tu as l'autre ailier qui va vers l'extérieur, qui compense un peu ce manque de constance d'El Nessiri. Et je pense pour moi c'est vraiment une satisfaction africaine et je suis très fier d'eux et de ce qu'ils ont montré. En plus de cela, ils ont de la chance que la diaspora marocaine suive. Vous avez vu les stades lorsque l'hymne national marocaine est chanté. Joue à domicile. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, cette ferveur justement les porte. Et ça les donne aucune pression, je pense. Ça les galvanise. Et en plus de cela, ils vont être décomplexés. Surtout qu'ils ont une histoire commune entre le Maroc et l'Espagne. Il y a une histoire commune. Donc je pense que ça va encore plus les aider à être à fond. Et dans ce groupe, c'est le groupe malheureusement de la Belgique qui rentre à la maison avec Air Belgium. Il y en a qui ont décidé de prendre des jets privés parce qu'ils n'ont pas osé regarder leur coéquipier en face, je pense, dans l'avion. Comme qui? Je ne vais pas nommer des noms. Mais voilà, une élimination pour moi méritée. Et pour vous, on sort. C'est la fin de on va dire la question de Goulba, c'est la fin de la génération dorée. Martinez aussi qui quitte. L'élimination de la Belgique est due à quoi pour vous? Et est-ce que c'est la fin pour vous aussi d'une ère où on voit la Belgique dans un top 4 ou top 5 mondial? Arsène? Franchement, F rime avec fail, malheureusement pour nous. Ça rime avec fail, tu vois. Et F rime avec fail. On avait, franchement, comme on dit, vraiment une golden generation. On avait vraiment des joueurs qui étaient excellents à tous les postes. Mais lorsque tu as, je vais essayer de faire une métaphore. Lorsque tu as une Ferrari, mais à l'intérieur, tu mets un moteur Renault. Le moteur en question, ça doit être l'entraîneur. Tu mets un moteur Renault. Qu'est-ce que tu t'attends? Lorsque tu es sur l'autoroute, tu as envie d'essayer de peut-être 8e vitesse, là, mais ton moteur, il va brûler. Parce que tu as un entraîneur qui, pour moi, on peut, franchement, il a beaucoup apporté. D'accord. Franchement, il avait son idée, parce que j'ai même pas envie de dire ses idées, parce qu'on a joué avec un seul schéma, un seul dispositif depuis qu'il est là.
Il a, 6 ans. il a légèrement varié entre le milieu et l'attaque lorsqu'il fallait faire des petits changements. Mais on n'a jamais essayé une défense à 4 ou quoi que ce soit, alors que ça aurait pu faire vraiment la différence, surtout vu comment notre défense elle était vieillissante et lente. Tu vois? On a beaucoup tapé sur cette défense-là, mais finalement, globalement, quand on regarde, c'est peut-être la seule satisfaction, on va dire, en vérité. Ah non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est juste que je trouve que Martinez, il a fait des choix par rapport à l'affect et par rapport au fait que avec ce groupe-là, il a pu être 3e de Coupe du Monde, il a pu faire demi-finale de Nations League et il a pu aussi arriver aussi, je sais plus, à l'Euro là, quand on se fait éliminer contre l'Italie, c'était quart de finale. Quart de finale, bon. Et donc du coup, il a à chaque fois voulu reconduire ce groupe-là, mais là, lorsqu'il a intégré des jeunes, que ce soit Jari Verskaren, etc., ben, c'était par rapport à des lobbies. Tout à fait. Ça, on va en parler ça peut-être plus tard. C'était par rapport à des lobbies. Mais il les a pas vraiment à chaque fois vraiment intégrés au groupe pour que ceux-ci puissent être des potentiels titulaires et des potentiels remplaçants. C'est qu'un Deschamps fait par exemple avec la France. Exactement. Et tu vois, donc du coup, ça a payé contre la Belgique. Malheureusement, on est une fédération, on est une nation qui a trop fonctionné par rapport aux affects et par rapport aux lobbies, et ça a joué contre nous. Et là, maintenant, on s'est retrouvé malheureusement avec une génération hyper talentueuse, dorée, gaspillée. Mais maintenant, l'heure à l'avenir, moi je souligne quand même son professionnalisme et sa droiture, qui a eu quand même le courage de démissionner après cette débat. Non, c'est vrai, il sort, pour moi, c'était digne de lui de sortir, de dire que je quitte après ce match-là, parce que j'ai l'impression qu'il le sentait aussi. Dès qu'ils ont perdu face au Maroc, je pense qu'il se disait aussi, ah merde, c'est couilles. À ce qui paraît, il avait déjà présenté sa démission avant la Coupe du Monde. Il n'avait pas présenté sa démission. Apparemment, c'était pendant la Coupe du Monde. On lui avait proposé un contrat qui n'était pas satisfaisant selon lui. Ah, je suis dead. Et pendant la Coupe du Monde, comme il a vu que le bateau se crachait, il est venu nous dire que ouais, non, j'ai décidé de ne pas prolonger ou de me retirer. Non, frère. Il a fait une retirada. Moi, je salue rien du tout alors. Il s'est dit, oh, écoutez, voilà, au moins, moi, je quitte. Mais alors qu'au final, on va dire que cette élimination, après, c'est un des seuls fautifs. Pour moi, il a un staff où il y a Vermaelen, Thierry Henry. Je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans. C'est qu'ils font aussi par rapport à l'équipe et par rapport aux situations. Si le conseil est bien, Thierry Henry est supposé être adjoint et coacher les attaquants. Tu sais qu'offensivement, ça ne va pas. Il y a un match face au Maroc où tu as clairement besoin d'un nouveau souffle offensif. Tu ne fais pas rentrer un Doku qui sait dynamiter le truc. Exact. C'est ça, mais en fait... Tu fais des changements hasardeux. Tu joues face à la Croatie, un match où tu es sûr que tu es obligé de gagner. Tu commences avec Dries Mertens, tout le respect pour ta carrière, c'est que tu as fait au Naples, c'est que tu as fait en équipe nationale, mais qui est en perdition. Lukaku qui est incertain, mais même un Lukaku incertain, moi je le mets. Et tu as besoin de but, tu mets un Doku. Je suis désolé, sa gestion de match n'a jamais été bonne. Et c'est en fait les mêmes erreurs qu'il répétait à chaque fois. Son 3-5-2, on a compris. Conte, je t'aime bien, hein, mais quand tu es venu de la Juventus à Chelsea et que tu as fait ton système là de 3-5-2, là, ou 3-5-3, il a révolutionné le foot. Ouais. Et vraiment, tous les coachs se sont dit, en vérité, quand tu n'as pas beaucoup des bas gauche, tout ça là, on va jouer comme ça. Et Martinez se dit, bon, je sais faire jouer tout le monde dans ce système et je veux jouer comme ça et je ne veux pas chercher d'autres systèmes. Deschamps, à chaque fois, il change. Là, maintenant, il joue en 4-3-3. Même pas dans les matchs. Hein. Même pendant les matchs, il change. Et tu as Martinez que tu vois que quand la Belgique est en difficulté, il n'arrive pas à trouver de solution ou fait des choix lunaires. Ouais. Moi, je pense que sa partie dans l'échec de l'équipe nationale, il est trop fautif en fait. Parce qu'il y a les changements pendant les matchs. Il y a les sélections aussi. Parce qu'il y a trop de joueurs qu'il a sélectionnés une seule fois ou deux fois. On ne les a jamais revus. Il y a des positions où il y a des gens qui sont pertinents. Il y a des théâtres, des faces qui font des beaux matchs. Ils n'ont même pas vu le terrain. Il y a Doku qui fait un entrée. En 15 minutes, deux fois. Mais il joue max 15 minutes. 20 minutes, je pense. 20 minutes dans tout le tournoi. Donc là, il y a un souci. Mais revenons par rapport à la défense, je pense qu'une certaine stabilité, on va dire la vérité, Alderweireld, Vertonghen, c'est plus rassurant
qu'il y a un Ils ont théâtre assuré, et hein. face. Non, Parce non. que par rapport au match qu'ils ont proposé, je peux pas mettre tout ce poids-là, à part peut-être le premier match, Ouais. sur cette défense-là. Donc, pour moi, Je il n'y suis a pas eu de d'accord, hein. tort, peut-être offensivement, Ouais. où effectivement, Ndoku devait jouer plus. Mais bon, quand tu vois un joueur qui a joué 60 minutes et il a pris en sélection par rapport à la performance qu'il a fait à l'Euro là, face à l'Italie, basé sur un seul match, ben, je comprends parce que imagine-toi, il met Doku et Doku, c'est quelqu'un qui est très fragile. Il peut le perdre, donc il s'est dit, ok, je vais le mettre 15 minutes. Pour moi, il devait jouer face au Maroc les dernières 20 minutes. Mais quand tu regardes sa gestion d'effectifs, on le reproche beaucoup de choses. Mais quelle autre solution il avait, à part peut-être mettre Openda à la place de Boatshuayi? Moi, j'en voyais pas trop. Hein, parce que cet effectif, il n'y a pas d'équilibre. Hein. Mais c'est de sa faute. Pourquoi? Parce que c'est des genres de choses en tant que coach que tu dois, Prévoir. Hein. que tu dois revoir. Tu as des mois de Anticiper préparation, tu as du scouting à faire, Ouais. où tu dois connaître tes joueurs. Comme j'ai dit dans le dernier épisode de la D1, le gars, il sort en conférence de presse avant la Croatie, il dit, pour moi, Openda a été une découverte. Mais comment de la vie tu sélectionnes un joueur que tu découvres? Frère, c'est pas possible. Ou je savais pas que Onana était aussi fort. Ouais, mais c'est qu'il dit une découverte. Mhm. Pardon, Onana, c'est pas Openda, Ouais. c'est Onana. Où il dit que Onana, c'est une découverte. Mais frérot, comme les femmes disent, bébé, broer. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et tu vas dire que c'est ce coach-là qui rentre dans les vestiaires qui dit, oh, aujourd'hui, on doit gagner. C'est pas possible. Pour moi, lui et Wilmot, il n'y a pas d'équivalent. C'est la même chose parce que Jordan, il disait que Wilmot, c'était un coach qui disait, donnez la balle à Hazard. Mais Martinez, il dit quoi alors? Donner la balle à De Bruyne. Oui, c'est Exactement. vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, mais en fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à la gestion de Martinez qui était catastrophique sur la fin de son aventure avec les Diables Rouges. Mais en fait, je me disais franchement, est-ce qu'il pensait vraiment à préparer les matchs? Et il y a un truc aussi qui fait qu'il ait pu être autant à l'aise, c'est qu'en Belgique, malheureusement, on n'est pas assez sévère avec l'équipe nationale. Depuis l'Italie, on voit fallait- le déclin de l'équipe fallait- nationale. Ouais. Si, imaginez-vous, on est en France, Deschamps sort une copie comme on a fait à l'Euro, et qu'on sort de cette manière-là contre l'Italie. Vous pensez que l'équipe, vous pensez que RMC, vous pensez que beIN Sport, vous pensez que Canal+, etc., ils vont laisser respirer et être- non, Même jamais. à une minute. Juste le moment où le match il est fini. Daniel gars, Riolo va se fâcher. les gars, ils vont pas le laisser respirer. Ils vont pas le laisser. Et justement, c'est ça qui fait que malheureusement, on sera encore toujours un petit peu en dessous par rapport aux autres nations grandes du football parce C'est que pas assez critique. on n'est pas assez critique. Ouais, Lorsque c'est vrai. tu as de l'exigence, c'est ça qui amène l'excellence. Ouais. Mais malheureusement, ici, on n'est pas assez exigeant. Là, j'ai fait un balayage un peu visuel de tout ce qui se passait au niveau médiatique par rapport à la Belgique. On est des bisounours. Ouais. C'était des bisounours. Merci les diables pour tout ce que vous nous Ouais, avez ouais. apporté. Franchement, Ouais, vous fallait avez être ramené fâché. Fallait des être fâché. émotions. Ouais, franchement, non, faut pas trop se fâcher. Moi, je suis avec vous, les gars. Merci par rapport à tout ce que vous avez. Et les gars, on a une génération incroyable. On a une grosse équipe. On s'est fait éliminer en groupe de phase de poule de Coupe du Monde. On n'a même pas été en 8e de finale dans un groupe hyper abordable pour une nation comme la Belgique qui est justement, on est fier de le dire, deuxième au classement mondial. Les gars, c'est faut pas revoir normal. ça, faut revoir ça. Ouais, faut voir ce classement aussi parce que ça commence à devenir N'importe bizarre. quoi, hein. Et tu Ouais. rentres je pense qu'ils sont rentrés dans un état d'esprit où on tape tout le monde facilement. On n'est dans pas le assez système, exigeant et dans ça ce pays. allait pas. Malheureusement, c'est ça. Mais bon, je pense qu'avec le temps, justement, on est là justement pour commencer à changer les choses. Le temps avance, donc nous allons aborder les prochains groupes. Nous avons le groupe G, le groupe du Brésil qui se qualifie logiquement face à la Suisse. On a eu un match des Camerounais hier Hyper fier de vous, en fait. qui ont Félicitations à vous. qui ont battu le Je suis pas Brésil. camerounais. Attends, t'avais dit. Non, il est congolais. Ah, mais. Tu ne vois pas comment il est Non, mais sale. on a parlé Moi, d'Africa Namboka. Foot. On a parlé d'Africa Foot. Elle a dit je veux pas parler de nous. Non, Fekofa. Fekofa. Ah, désolé. Voilà, Feka. Mes excuses. Non, mais après, de toute façon, on est tous ensemble en Afrique, donc hyper fiers quand même de ce qu'ils ont fait. Abou Chouchou. Ah, Abou Chouchou. Meilleur que ça là. Ouais, il a Meilleur que confirmé. Salah. Ils ont J'ai rien pris envié pas au Dieu, mais Brésil. J'ai fait confiance à mes jambes. Il a aussi dit qu'avant le match, il disait on n'a rien à envier au Brésil. Il a raison. Et voilà, il a raison. Il a raison. Il a raison, Faut mais- jouer décomplexé parfois. Voilà. Changer de mentalité. Et je pense que Rigobert Song aussi, je pense que c'est lui aussi le plus grand fautif de cette élimination. Ah oui, Oh là là, Parce je me que- lève. Parce que, non. Oui, 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 Parce que- oui, parce moi que- je suis d'accord avec Ah, toi. Arsène Ah, moi je suis d'accord avec toi. Oh là là Je suis là d'accord là. avec toi. Ce match face à la Suisse, tu ne fais pas Merci. commencer ton meilleur joueur
tu vois, comme c'est ton meilleur joueur, Aboubakar. Pour moi, clairement, il pouvait jouer Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi. Il ne l'a pas fait. Tu as Olivier Ncham qui joue au milieu de terrain. Tu vois qu'il a une bonne qualité, qui pouvait jouer aussi. Zambo Tu ne le fais aussi, pas très jouer. fort. Tu ne le fais pas jouer. Finalement, tu perds face à la Suisse. Surtout, hein, excuse-moi de te couper, hein, surtout Christopher Wu. Vous avez vu le match qu'il a sorti contre le Brésil là, en défensivement C'était hyper fort. Parce que Nicolas Nkoulou. Oh là là. Il joue même maintenant. Torino, mais vieux père. Le souffle là. C'est fini là. C'est fini. Moi, il a plus de souffle. Et franchement, je pense, juste pour terminer, que Onana avait justement reproché ça à l'entraîneur. Avait reproché ça à l'entraîneur justement. Et ça qui a créé la discorde et qui a fait que malheureusement il a plus été là. Mais Rigobert. Franchement, c'est pas lui le fautif. Cette gestion-là, mais est-ce que vous c'est pensez sérieusement le fautif, c'est Samuel Eto'o, tout ça c'est lui. Oui, tout c'est ça pas c'est lui qui lui. décide. J'ai C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui après décide. ça, c'est pas Rigobert. après, bon, moi je suis bon. Moi, Moi, je pars du principe que l'entraîneur, c'est lui qui met les derniers pions sur le terrain. C'est Samuel. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de preuve qui me dit ouais, c'est Samuel qui a fait cela. Peut-être un petit disclaimer, Samuel, si tu regardes cette émission aussi, on t'aime bien. Dans le futur, si tu peux venir t'asseoir ici, c'est pas un problème, ces paroles n'engagent que ces deux personnes-là. Tu peux venir les contredire un jour. Tu es les bienvenus. Samuel Eto'o est très très arrogant. Bon, là, c'est toi. Oui, non. Déjà, il a mis son équipe dans une position où il dit on va gagner la Coupe du Monde. Mais il a raison. Il a raison. Tu participes pourquoi? Ouais, c'est vrai, mais. Même Regragui l'a dit, hein. Ouais, si c'est aussi. Non, mais non, tu peux pas faire ça. Et puis aussi. Non. Pourquoi tu pars à la Coupe du Monde et te dis. T'as vu le truc qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu le cheminement qu'il a fait là? C'était quoi le truc là, les documents là qu'il a sortis là? Cameroun allait jouer contre le Maroc en finale. Ouais. Tu peux pas faire. C'est son droit? Non. Il aime l'Afrique. Non, mais laisse-le faire. Même si on aime l'Afrique, moi le problème du Cameroun c'est quoi? C'est que comme tu as dit Rigobert Song, ils sont dans un certain schéma où ils regardent les joueurs par rapport au club là ils jouent. Et ça c'est beaucoup de pays africains. Et c'est un truc que je reproche toujours à longueur de journée. Le problème des sélectionneurs africains, ils regardent les joueurs par rapport au club là où ils jouent et pas par rapport à leur forme. Wow, il a fait un match époustouflant. Ncham, hier même avec papa, c'était un joueur, il maîtrisait le milieu de terrain. Mais pourquoi, dès le début de la Coupe du Monde, tu l'as pas fait commencer et à Bouchouchou la même chose? C'est que face au Brésil. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que. Je suis d'accord avec toi sur le point, l'effectif, les changements, tout. Mais je pense que niveau mentalité aussi, Eto'o a eu raison. Il a eu raison de parler comme ça. Parce que si on y va toujours très humble et dire ouais, on veut juste passer les groupes ou on veut faire mieux que l'année passée, on va jamais s'améliorer. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il faut savoir être ambitieux. Voilà. Le fait y croire, en fait. Le fait de ne jamais y croire et de toujours se cacher derrière le fait que les grandes nations ont déjà gagné ceci ou cela, ça va toujours nous porter préjudice. Exactement. Si on n'y croit pas nous-mêmes, est-ce que les joueurs eux-mêmes ils vont avancer? Est-ce qu'eux-mêmes ils vont gagner la compétition ou des matchs? Non, il faut partir avec le couteau entre les dents et se dire que nous aussi on peut. C'est ça. Nous aussi on peut. Bon, papa Eto'o, je m'excuse. Papa Eto'o, c'est mieux, hein. C'est mieux. Non, c'est ça. Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime. Non, mais c'est vrai. Ils ont montré des belles choses. Moi, je trouve que face à la Serbie aussi, ils ont mal géré le match. Mais tu vois, c'est toujours Rigobert. Oui, pour moi, c'est Rigobert, bien sûr. Avec l'effectif qu'ils ont, bien sûr. Les joueurs bien sûr. qu'ils avaient, ils pouvaient faire mieux. Mais bon, après, ça va se régler entre grand frère et petit frère là-bas, là, fait qu'à foot. J'espère qu'on va le reconduire pour un peu l'équilibre du groupe. Parce que si on revient Rigobert Song, après cette Coupe du Monde, ça sera encore un scandale. Pas déjà le fait comment ils ont chassé Onana, moi, je trouve que c'est. Ouais, un manque de respect. C'est mal propre. Parce que ton gardien qui vient, André Onana, il est connu pour être un joueur très respectueux, qui vient parler au coach et dire honnêtement, coach, je pense que tel joueur, je ne me sens pas sûr avec lui, il faut le changer, et vous le chassez directement du groupe. Non, je pense c'est un signal que. Je pense que lui, compliqué. On lui a dit qu'on ne change pas et qu'il a insisté. Je pense que c'est ça. Mais il faut aussi se poser la question si Onana aurait eu la même réflexion si c'était un club. Il aurait dit au coach, ouais, j'aime pas trop. Tulle, ça se fait partout. Ça se fait partout, frère. Ça se fait partout. Surtout en tant que gardien. Moi, coach va venir le voir, il va dire écoute. Maintenant, toi, t'es en mode, il est dans le complexe parce que c'est un pays africain et dans un club européen. Moi, attention à tes propos que tu dis. Je me pose juste la question. Je me pose juste la question que si c'est juste
c'est pas juste un message à envoyer aux autres que tu es ici en nation, mais il faut pas être trop à l'aise. Non, mais moi, je pense que coach et joueur, ils doivent échanger, tu vois. Et Si, surtout, c'est un si, cadre bien de sûr. l'équipe. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il y a un problème en tant que joueur, c'est qui est normal. Moi, quand il y avait un problème avec le coach, peut-être c'est pour ça que je n'ai pas percé, j'allais le dire directement. J'allais le dire droit dans les yeux, coach, il y a tel joueur qui dérange. Et peut-être faut améliorer ça. Maintenant, si tu es un bon coach, comme Deschamps, c'est un coach qui est connu pour être à l'écoute de ses joueurs, à part le dossier Pavard, on va revenir un autre jour, peut-être, si Dieu le veut. Donc ouais, tu dois être à l'écoute. Et quand Onana, il dit, lui qui est gardien, il n'est pas sûr avec tel joueur, je pense que tu dois prendre ça en considération et non l'écarter du groupe. Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que, bon, on ne connaît pas les détails. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être qu'il y a eu Plus, hein? plus que ça, que Ok. juste une discussion où il a voulu s'imposer ou je sais pas quoi. Ok. Donc c'est pour ça que je prends un peu la défense de... Et puis nous avons le dernier groupe, le groupe H, où le Portugal se qualifie avec la Corée du Sud, grosse surprise, qui élimine l'Uruguay et le Ghana. Satisfaction pour la Corée du Sud et déception pour les Ghanéens qui avaient quelque chose à jouer. On a quelque chose à dire. Ouais, les frères Ayou. C'est eux le problème du Ghana. Je pense que du moment où il y a André qui rate des occasions et que Jordan il perd des balles et il y a des buts qui s'en suivent, bah c'est clair. Ouais, moi, je suis très déçu. Hein. Je suis très déçu du Ghana. Ils devaient se qualifier, ça ne devait pas être les Coréens. Comme je l'ai dit, tu joues face à l'Uruguay 2010. On dirait que vous avez oublié ça ou peut-être c'était un trop gros poids. Je ne pense pas. Déjà, la façon que André Ayou a tiré le penalty, c'est pas l'état d'esprit d'un capitaine. C'est pas possible. Il avait peur de tirer, je pense. C'est pas c'est pas l'état d'esprit d'un capitaine. Et puis j'avais ce truc avec le Ghana quand ils avaient gagné leur deuxième match, je pense. Ouais. Il y avait une petite espoir et on se disait ok, ils vont se qualifier. Exactement. C'est un match très abordable et il suffisait d'un match nul pour qu'ils se qualifient. Mais encore une fois, ils ont choke. Maintenant, est-ce que c'est les problèmes des binationaux avec des joueurs locaux qui sont là depuis longtemps en sélection et ils s'entendent pas entre eux? À voir. Maintenant, est-ce que c'est le problème des gestions du coach? Je ne pense pas parce que je pense qu'il a mis une bonne équipe. Maintenant, sur le terrain, surtout après le goal, là, le premier goal de l'Uruguay, là, je pense qu'il n'y avait plus d'envie. Il n'y avait plus d'envie. Il n'y avait plus d'envie de se qualifier. Et je pense que même quand j'écoutais, par exemple, sur Mid, l'interview là, que Denis Odoy là, il fait, déjà avant un match, c'est irrespectueux par rapport à la sélection. Tu vas dire en pleine télé, ouais, je pense que je ne vais pas jouer parce qu'à l'entraînement, c'était comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire, tu vois déjà l'état d'esprit du groupe. Donc, s'ils allaient se qualifier, est-ce qu'ils allaient perpétuer ce qu'ils avaient fait en 2010? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est mérité qu'ils soient éliminés? Non. Mais comme on dit toujours, tout problème a des solutions. Mais tant qu'il y a toujours des problèmes de binationaux, le Ghana ne va pas s'améliorer. On le voit en Coupe d'Afrique. Et toi, tu dis quoi, Arsène? Moi, je dis que le Ghana doit aussi faire table rase de tout ce qui est des frères Ayou parce que malheureusement, ils portent préjudice à la sélection depuis un certain moment et qu'ils étaient peut-être à un tournant parce que je pense que même s'ils perdaient les autres matchs, le match qu'ils avaient coché, c'était contre l'Uruguay et que lorsque André a raté ce penalty-là, ça a cassé les jambes de tout le monde. Ouais. Déjà qu'il y avait en fait une mauvaise gestion émotionnelle de ce match-là. Parce que dès que cet événement est arrivé, ça s'en est suivi que de la mouise, en fait. Et à contrario, c'est bizarre, vraiment, je pense que c'est peut-être leur bête noire, mais l'Uruguay, dès qu'ils jouent le Ghana, c'est un autre Uruguay. Ils sont fougueux, ils sont chauds. Suarez, il a un chakra qui monte. Le racisme monte dans les ça. Franchement, ils deviennent vraiment forts. Donc, du coup, le Ghana, c'est vraiment dommage. Et ils jouaient aussi avec une tactique un petit peu trop basse. Ils étaient trop défensifs et tout. Donc, du coup, ils ont joué à contre-courant. Ils envoyaient toujours à l'emporte-pièce Iñaki Williams. Donc, franchement, c'est dommage. Mais je suis content pour une équipe comme la Corée du Sud qui a quand même montré beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de jeu. Et donc, du coup, ils méritaient aussi de passer. Donc, voilà, c'est passé pour eux. On a terminé de parler de tout de cette phase de groupe. Je vais vous poser une question à chacun de vous. Qui est votre joueur de cette phase de groupe? Je commence avec toi. Amrabat.
pour moi, ça me rabatte. Franchement, de ce qu'il a montré, la manière dont il quadrille le terrain, la manière dont il arrive à faire la liaison entre la défense et l'attaque, toujours aller vers l'avant, être fort aussi à la récupération et avoir montré voilà, parce que c'est un pion essentiel du schéma tactique de Walid Regragui. Il lui a donné vraiment une très belle copie. Pour moi, ça me rabatte. Et toi, cher? Pour moi, c'est Laïdouni de Tunisie. Lui qui a été toujours présent au rendez-vous, il a toujours tout donné aussi. Aussi, niveau de jeu, il est très très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé son jeu. Je suis très triste qu'il ne passe pas, mais j'ai beaucoup aimé son jeu. Et toi? Pour moi, Adrien Rabiot, parce que je pense que comme tout le monde, c'est un peu une petite surprise. Parce qu'il a su endosser ce rôle de cadre en équipe de France. À chaque match, il a toujours été présent. Il a montré son leadership sur le terrain. Moi, je pensais que ça allait être plus Tchouaméni, mais il a vraiment montré cette supériorité par rapport aux autres milieux de terrain. Donc, vraiment, chapeau à lui, parce que c'était un joueur que j'ai critiqué beaucoup. Donc, pour moi, c'est Adrien Rabiot. Et moi, j'ai choisi Kalidou Koulibaly du Sénégal, parce que sur les 2 derniers matchs où il savait qu'il devait gagner, et surtout sur le dernier match, il a vraiment tout sorti. Il a montré que voilà, rien n'a dépassé aujourd'hui. Ouais. Et que je pense que c'est une des satisfactions de cette phase de groupe qui va montrer qu'en phase finale, il est là aussi pour tout prendre et rien laisser passer. C'est la mentalité qu'on veut voir, une mentalité de gagne. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Complètement d'accord. Maintenant, nous allons parler des 8e de finale qui arrivent. Nous avons des affiches du samedi: Pays-Bas, États-Unis et Argentine-Australie. Pays-Bas, États-Unis, en vite fait, on voit qui victorieux. Malheureusement, ça va être un match où on va voir les États-Unis pousser. Ils vont pas réussir à mettre leur but. Et les Pays-Bas, ils vont être pragmatiques. Exactement. Ils vont passer. Et toi, tu dis quoi? Je dis la même chose. Je pense pas que les États-Unis auront la force de gagner. Ils n'auront pas assez de qualité et qu'il y a trop d'expérience et trop de savoir-faire avec les Pays-Bas pour perdre. Nederland. Nederland, ja, mag ik anders zeggen. Non, la Hollande, comme il vient de dire, j'ai pas besoin de répéter, c'est logique. Ça, c'est andere Koek, hein. Andere Koek. Et puis on a Argentine-Australie. Bon, moi, je vois que l'Argentine passer pas facilement, parce qu'ils ont montré quelques fébrilités. Mais si les cadres se mettent sur la même longueur d'onde, ils vont passer. Toi, tu dis quoi? La même chose que toi. Et toi, cher? Voilà, faut pas se faire surprendre en fait et commencer le match à 100%. L'Argentine à contre-cœur. Dimanche, nous avons France-Pologne. Pour moi, ce sera une promenade de santé pour la France. Toi, Arsène, tu dis quoi? Moi aussi, je pense que la France, en fait, ils sont tellement au-dessus de tout le monde que le seul truc qui peut leur arriver, c'est qu'il y ait des blessures ou bien qu'il y ait un événement penalty, puis après ils défendent et que le sort joue contre eux, mais sinon la France. Ouais, j'espère que la Pologne va se faire bousiller par la France. Et bousiller. Parce qu'ils ne méritent pas leur place en 8e de finale C'est déjà. très violent. Ouais, j'espère vraiment qu'ils vont le rouler dessus. Et toi? L'équipe de France. L'équipe de France, comme ça, on voit encore une semaine de plus. Bichente Lizarazu, très heureux dans Téléfoot. Donc, non, et puis la France aussi, parce que pour moi, avec les Brésil, c'est vraiment les candidats favoris pour cette Coupe du Monde. Okay. Angleterre-Sénégal. Sénégal qu'on a abordé longuement tout à l'heure. Et les Anglais aussi. Un match, je trouve que c'est une des affiches les plus serrées, je pense, de ces 8e de finale. Ouais. Tu en penses quoi? J'aimerais qu'il y ait une surprise agréable et voir le Sénégal à la fin gagner, mais malheureusement, le lot des équipes africaines aussi, c'est que on dit toujours ils ont quand même bien joué. Ouais. Ils méritaient mieux. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre équipe qui gagne. Donc du coup, je pense que ça sera l'Angleterre, malheureusement. Je vois le Sénégal gagner après... comment dire, un peu plus d'enthousiasme Sénégalais. C'est quoi ça? Non, après les prolongations, on va gagner. Ok. Et même dans les 90 minutes, c'est possible. Mais je vois le Sénégal gagner. Et toi? Angleterre va maîtriser le jeu, ils vont gagner complètement. Parce que je ne pense pas qu'Aliou Cissé va rapporter un plus. Surtout que Ganagay n'est pas là. Je ne vois pas Sénégal faire grand chose. Pardon. Ok. À demain. On va voir. On va voir. On va bien voir. Moi, c'est tu vas respecter Aliou. Non, moi, c'est Tactico. Tu vas le respecter, Tactico. Quel tactique? Faut regarder le match. Avec les yeux, pas avec les fesses. Imagine-toi Aliou Cissé possible pour Chelsea. Tu vas être content? Ouais. Menteur. Menteur. Oui, je mens. C'est pour ça que tu vas plus revenir. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Tu restes dans le même schéma. C'est ça. Japon-Croatie. Moi, je pense que le projet Blue Lock,
il est en marche, donc Japon. Toi Japon contre? Croatie. Croatie. Bon, moi, je suis un très, très grand fan de Modric et Kovacic. Le milieu de terrain est incroyable, donc je vais dire Croatie. Moi, j'ai toujours dit dès les débuts de cette Coupe du Monde, faites attention au Japon. On m'a dit, oh, tu crois qu'on est dans Blue Lock, tu crois qu'on est dans le top. Donc, moi, je m'appelle jeune visionnaire. Je savais que le Japon allait se qualifier. Et ils vont battre la Croatie et vous allez le voir. Juste un petit bémol aux joueurs japonais. Physiquement, il faut en perdre plus fort parce que là-bas, il y a des joueurs, là, des Sitch là. C'est pas l'Espagne. Hein. Tu mets un duel, tu tombes par terre. Gvardiol. Pouf. Ouais. Brésil, Corée du Sud. Oh, Brésil, hein. Pour moi, c'est les favoris aussi. Brasil. Je m'attends au retour de Neymar, donc voilà, Brésil. On a le mardi Maroc-Espagne. Aussi un petit derby quand même. Ouais, Et toi, Aaron, tu penses quoi? Maroc. Maroc fort. Ouais, Toi aussi Maroc. ouais fort. Maroc. Donc, Maroc. vous pensez que les Marocains vont taper les Espagnols? Fort. Maroc, t'as peut-être pas tapé, Fort. Ils mais vont les battre. Moi, il y aura la grinta pour les battre. Mais moi, j'ai peur que le Maroc soit dans une situation d'euphorie où ils se disent ah, on a tapé tout le monde et ils vont vraiment jouer. T'inquiète Ouais, pas. Rien. L'Espagne domine le ballon. Rien. Non, ils vont rien faire. C'est pas assez. Ils vont... La façon comment je vois que le Maroc joue et le coach ce qu'il propose, je pense pas que l'Espagne va battre. Aussi, l'Espagne, ils ont aussi un problème d'efficacité aussi. L'efficacité. Voilà. Et quand tu marques pas, tu vas pas gagner. C'est vrai. Ouais, non. Moi, j'ai envie de voir un Bouffal faire du mal à Carvajal là. Oh. Les coups de rein. Le coup de rein rentrer à Et, l'intérieur. peut-être une entrée décisive de Zarouri, Ouais. un truc, El Et puis, il Kanous. y a Ziyech qui joue sur Jordi Alba qui est fatigué. Il va le faire danser, hein. L'Agora. Il va le faire danser, à fond. C'est Ouais, une rencontre historique, Voilà. c'est une rivalité, et le Maroc joue à domicile, comme on l'a dit en début Qatar. d'émission. Donc, Ça prend ça aussi. Ça. Et comme ça, Luis Enrique va reconnaître ses fautes de ne pas avoir sélectionné Sergio Ramos. Et moi aussi, je compte sur les Marocains pour venir supporter le Sénégal aussi, parce que depuis le début de cette compétition, ils sont là, ils nous supportent. Très belle image hein, d'ailleurs du supporter là qui danse. Voilà, donc j'espère que vous serez présents, qu'on sera aussi à domicile, parce que voilà, ça fait notre force aussi. C'est ça. Portugal, Suisse. Portugal. Hein. Portugal, malheureusement, à contre-cœur. Tu sais que moi je sais un match équilibré. Je vais dire une Ouais, moi aussi, je dinguerie. trouve que c'est un match équilibré. Je pense que le Portugal peut se faire éliminer. Moi aussi. Non, J'espère, hein. Je Je l'espère. vais dire Suisse, pourquoi? Parce que Portugal, surtout avec leur coach Santos, il a du mal à gérer certains matchs. Situations. Et je pense que la Suisse, comme ils sont là, ils sont en mode, OK, Portugal, ils sont vraiment, on peut les battre. Donc, ça veut dire que je pense que Portugal, normalement, va se faire éliminer. Mais penalty, quelque chose comme ça. Non, je pense que le Portugal est toujours très. Il y a un effectif qui est top, et c'est une équipe à craindre, mais il y a toujours ce que tu dis là, il y a des égos à gérer, il y a des personnages qui sont un peu. Extravagant, toi. Voilà, qui se mettent au-dessus du groupe, et ça peut jouer en leur défaveur. Donc j'espère qu'ils vont se faire éliminer, mais je vois pas qu'ils vont perdre. Ça va, ça va. Et toi? Moi, Et je toi, par rapport à pense ça que la Suisse a ses chances quand même de battre le Portugal. Parce que le Portugal, malgré toutes les qualités offensives qu'ils ont, montre Inch'Allah, moi j'espère vraiment. montre certaines fébrilités. Et face aux Suisses, ce ne sera pas un match facile. La Suisse aussi est connue pour être une équipe qui Pragmatique. fait du mal aux gros. Ouais. Et je pense que le Portugal, s'ils ne font pas attention, ils peuvent sortir par la petite porte. Je l'espère de tout cœur. Hein. Ouais, moi, je préfère aussi voir la Suisse passer, mais il faut se rendre à l'évidence. Mais j'ai une petite question pour clôturer. En fait, j'en ai deux. Pour clôturer cette émission d'aujourd'hui. On a vu les phases de groupe. Maintenant, pour vous, vous allez me dire qui était votre favori au début de la Coupe du Monde et qui est votre favori maintenant à ce stade de la Coupe du Monde. On va commencer avec Cher. Au début, mon top 3, c'était Brésil, Argentine et. Tu connais même pas ton top 3. Mon top 3, c'était Brésil, Argentine et Portugal. Ok. Et le Sénégal un joker. Et le Sénégal reste aussi dans mon top 3, mais j'enlève Argentine. Je garde le Brésil et je mets la France aussi. Et toi? Moi, au début, c'était Brésil-France, mais je voyais plutôt le Brésil remporter. Mais là, je pense que la France va prendre 3e étoile. Une 3e étoile. Et toi? Moi, c'était la France. Hein. C'était la France. Ils étaient trop au-dessus. Ils sont, trop au-dessus de toutes les autres nations. Un petit peu peut-être au-dessus du Brésil, mais sinon, par rapport aux autres nations, c'était ça. Donc, moi, je reste sur la France. Ok. Et moi, personnellement, j'avais dit la Mannschaft parce que dans les grandes groupes, ils restaient sur une mauvaise Coupe du Monde, un mauvais Euro. Et je pensais qu'ils allaient avoir un sursaut d'orgueil.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais mon favori maintenant, c'est pour la France. On prend le 3e étal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, maintenant titulaire. Il sera vraiment dans les sons comme il faut. DJ Dream prépare les micros. On ira à Paris. Et voilà, un petit mot de la fin. On a beaucoup critiqué cette Coupe du Monde en hiver. On a beaucoup critiqué le Qatar. Beaucoup de gens disaient qu'il n'y aurait pas de supporters vu qu'ils interdisaient l'alcool, trop de bêtises. Mais maintenant, chacun de vous, personnellement, Coupe du Monde en hiver, finalement satisfaction ou déception? Arsène? Pour moi, c'est une énorme surprise, hein. Une énorme satisfaction dans le sens où, pour moi, c'est l'une des meilleures phases de poule que j'ai vues de ma vie, hein. Franchement, avec les rebondissements, les matchs à haute intensité, les surprises, franchement, j'ai vraiment pris mon pied. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, c'est une Coupe du Monde vraiment très noble et respectable. Donc, franchement, moi, je suis satisfait. Et toi, Cher? Voilà, niveau suspense, niveau jeu, niveau ambiance, c'est top. Parce que quand tu dis que c'est à cause de l'alcool qu'il n'y aura personne, c'est important de l'idée qu'il n'y aura que des Européens qui vont être dans le stade. Tout à parce fait. qu'il y a beaucoup plus de cultures qui sont présentes. Il y a beaucoup... Je pense aussi que c'est une Coupe du Monde où il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Arabes, beaucoup d'Africains. Et je pense que c'est cette accessibilité qui est plus présente que pendant les autres Coupes du Monde qui jouent en leur faveur aussi. Et voilà, il y a des surprises, il y a des équipes qu'on n'entendait pas forcément, mais qui sont présents, qui répondent présents, et c'est magnifique. Je rejoins complètement l'avis de Cher et Arsène. On voit que des beaux matchs. Il y a des pays en Asiatique qui ont, je pense que comme l'Arabie Saoudite, Iran, qui nous ont surpris. Là, il y a le Corée du Sud et le Japon. Donc, je pense qu'il y a une certaine ferveur par rapport à cette Coupe du Monde que c'est qu'on attendait. Donc, les gens ils disaient, ouais, il n'y aura rien. Mais comme a dit, grâce aux supporters africains, asiatiques et arabes, c'est vraiment une Coupe du Monde à suspense. Et c'est beau à voir, tu vois. Donc, j'ai vraiment rien à dire par rapport à ça. Ça va. Je vais vous remercier d'être venu aujourd'hui m'accompagner pour cette émission de BX Doha. On est là pour vous faire un prochain récap bientôt des 8e de finale. Je vais te remercier, Arsène. Merci, toujours des analyses très pertinentes. Merci, mon On gars. verra encore pendant les prochaines émissions, j'espère. Avec plaisir, en tout cas. Cher, merci d'être venu. Ça fait plaisir aussi d'entendre tes avis sur le Sénégal. J'avais dit que si le Sénégal ne passait pas, que tu ne reviendrais plus jamais dans les bureaux. Mais comme ils sont passés, j'ai le plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui. Donc, je suis très content. Et puis, Aaron, toujours l'inévitable. Merci beaucoup. Jeune visionnaire. Déjà tout. Soyons humbles, je suis juste un disciple du Christ, c'est tout. Voilà. Merci, moi c'était moi-même Kibo, Mukwege Ticket gagnant 2023. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Et abonnez-vous. Ciao. Bet first. First and fast.